Salut Alexis, comment tu te sens Salut. Alexis? Ben écoute, je me sens très bien. Ravi d'être Ouais, là. ravi d'être là. Bah, écoute, pareillement, figure-toi que on m'a pas mal parlé de toi parce que monsieur au chapeau de paille est très connu. Il commence à être connu. Non, on m'a parlé de toi beaucoup en bien en termes d'accessibilité, mais surtout de ce que tu fais dans la création de contenu. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de t'avoir dans le podcast parce que beaucoup de personnes qui nous écoutent ont du mal avec ce sujet-là. Mais avant d'aller voir tout ça, je vais te poser une question. J'aimerais bien que tu nous Let's go. dises un petit peu, euh, tu nous racontes quelle était l'histoire de ta vie, en commençant par Il était une fois, si tu veux bien. Ben, il était une fois un garçon avec un chapeau de paille, parce que c'est ce qui me distingue le plus. Ce n'est pas un accessoire LinkedIn, c'est quelque chose que j'ai depuis 10 ans Ok, et que j'ai commencé à assumer publiquement il y a 1 an et demi à peu près. Donc, c'est vraiment l'histoire d'un garçon qui était très timide quand il était à l'école primaire, au collège, au lycée, et qui a découvert un jour un autre garçon, qui s'appelle Luffy, dans One Piece, au pire moment de sa vie. C'était au lycée, je venais de m'écrouler en classe parce que je faisais un exposé devant 10 personnes. Donc, ok. j'étais tellement stressé, j'avais tellement mal au ventre que mon corps s'est éteint. Je me suis écroulé devant les gens, tellement j'avais peur du public. Et j'ai été anxieux social. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu un déclic et je venais découvrir du coup One Piece et Luffy, qui était tout l'inverse. Donc Luffy pouvait s'exprimer devant les autres, il ne prenait pas compte du regard des autres, il était vraiment libre de ça. Et je me suis dit, bah, un jour, je serai pareil, je serai comme Luffy. Et donc pour me rappeler chaque jour de cette promesse que je me suis faite à moi-même après bah voilà, ce passage à l'infirmerie suite à ma chute en classe, et je porte le chapeau de paille pour m'en rappeler. Ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans, hein, ça fait 11 12 ans que j'ai ça. Et donc ça, c'est mon histoire à moi. C'est-à-dire, je suis toujours aujourd'hui dans cette volonté de donner le meilleur de moi-même, de me développer par rapport à mon aisance, à ma confiance en moi, qui est un gros sujet, qui était un gros sujet en tout cas toute ma vie. Donc c'est surtout ça mon combat. Et mon deuxième combat, peut-être qu'on va pouvoir aborder plus tard. Et c'est pour ça que je suis devenu entrepreneur, c'est que ma première notion, c'est la liberté. C'est-à-dire que je veux vraiment être libre de faire ce que j'ai envie de faire, être libre de mon temps, de mon énergie. Et je trouve que l'entrepreneuriat, ça me procure ça. C'est une liberté qui est différente du salariat, hein, parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, j'aime bien dire que c'est le plaisir de choisir ses propres contraintes un peu. Donc, c'est une liberté qui est différente, mais qui me convient beaucoup mieux. Donc, c'est un peu ça. Moi, ma vie, c'est avoir plus confiance en moi et derrière être de plus en plus libre de faire ce que j'aime. Chouette, 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 chouette. Qu'est-ce qui serait devenu le Alexis s'il n'avait pas rencontré Luffy? Eh ben, je pense que ce Alexis-là ne serait même pas en face de toi aujourd'hui, en train de faire ce podcast. Je n'aurais pas pu tenir jusqu'à maintenant. Je ne sais pas combien de temps ça fait, mais je serais plus là déjà. Donc, c'est pour te dire à quel point j'étais mal. Et je pense que le Alexis qui n'aurait pas rencontré le fils serait actuellement dans un bureau, je pense à la Défense, hein, parce que c'est ce que j'ai commencé à faire. Moi, j'ai fait des études d'ingénieur, hein, donc j'ai fait un parcours scolaire jusqu'au bac+5. J'ai eu mon diplôme et j'ai été très rapidement recruté dans des entreprises d'aéronautique. Et donc, je pense que je serai encore là. Je serai encore là-bas, je l'ai fait, hein, mais je serai encore là-bas, dans mon bureau, à parler à personne, à faire mon travail tranquillement. Parce que j'ai toujours eu quand j'étais en classe, c'est très dur de toujours faire mon travail, d'être dans mon coin. Tout. J'aimais pas trop hein, parler aux autres, donc j'étais juste là, dans mon coin. Donc, je pense que je serai là, si jamais j'ai pas rencontré le fille. Qu'est-ce qui t'inspire ce personnage que on connaît un petit peu à travers Inox Tag, non? Ça aussi, je suis nul dans ce Exactement, truc-là. C'est ça Inostag. aussi, hein? Exactement. Ouais, Très fan de lui. Inostag ouais, est très fan smart. de lui. Lui aussi, il a le chapeau, hein. Donc, on l'a vu dans Kaizen notamment. Mais Luffy, moi, ce qui m'inspire, il m'inspire beaucoup de choses. Il m'inspire, bien sûr, la confiance en soi. C'est-à-dire que Luffy, peu importe hein, d'où il démarre, il faut savoir que Luffy, donc pour résumer rapidement Luffy dans One Ouais. Piece, hein, qui est un manga, Luffy veut devenir le roi des pirates dans son monde, parce que c'est un monde de piraterie, et il faut trouver un trésor, et on devient le roi des pirates quand on trouve ce trésor-là, et il veut le trouver, et dès le chapitre 1, alors qu'il est personne ne le connaît, il n'est pas très fort à ce moment-là, il y croit, et il le dit à tout le monde. Et ça, mais dès le premier chapitre, ça m'a marqué. Parce que je me dis, mais en fait, moi aussi, j'ai envie de sortir dans la rue, moi aussi, et dire, bah voilà, dans 10 ans, je serai ça. Et même si j'ai pas la tête d'un gars qui sera ça dans 10 ans, bah c'est pas grave. Moi, par exemple, pour donner un exemple très concret, moi, j'ai toujours voulu prendre la parole en public, toujours voulu faire des conférences devant des centaines et des milliers de personnes.
Et bah, le décalage, il était complet quand j'étais au lycée parce que je m'étais évanoui devant 10 personnes. Donc bon, j'avais pas la tête de la personne qui allait faire une conférence devant 1000 personnes. C'est pas grave. C'est pas grave. Au bout d'un moment, quelques années plus tard, je le disais, j'ai dit, non, mais tu verras, je vais faire ces conférences devant 1000 personnes un jour. Et c'est arrivé, tu vois. Donc, c'est incroyable parce que le feed déjà m'inspire ça. Deuxième chose, bah, le regard des autres. C'est-à-dire qu'il assume chaque action, peu importe qu'on le regarde pas, il fait, il est hyper authentique. C'est ça que j'aime avec ce personnage. Il sait pas mentir, par exemple. Donc, Hmm. c'est incroyable chez Luffy. Troisième point, c'est le dépassement de soi que beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent, et moi-même, on va identifier parce que Luffy, à chaque étape, hein, comme il commence, il n'est pas très fort et que c'est un manga qu'on appelle un shonen, donc le héros doit progresser rapidement pour arriver à la fin de sa quête et réussir sa quête, mais il progresse très vite, très rapidement. Et donc, il est toujours obligé de se surpasser. Et moi, depuis que je suis entrepreneur, donc ça fait, je vais rentrer dans ma huitième année, mais en vrai, ça fait 3 ans que j'ai mon activité, et ben j'ai l'impression que c'est ça aussi. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, je dois à chaque fois me surpasser et me dépasser pour faire vivre mon activité. Donc Luffy m'inspire beaucoup ça. Et la quatrième chose, et là, ça va être un lien un peu avec LinkedIn, c'est les connexions. C'est-à-dire que Luffy, il a cette capacité, j'ai presque envie de dire cette magie d'attirer les gens autour de lui. Il a un équipage qui lui est hyper fidèle. Et ça, j'ai toujours admiré parce que je me suis dit un jour, ben, moi aussi, j'aimerais trop bah, avoir ces relations qui sont avec moi, sur lesquelles je peux compter et avoir un cercle aussi proche. Et aujourd'hui, je l'ai aussi. Donc, c'est incroyable. Et c'est Luffy qui m'a inspiré ça. Et c'est aussi pour ça que je suis assez influencé sur LinkedIn par Luffy parce que bah, sur LinkedIn, j'essaie toujours bah, voilà, de créer de l'humain, de l'échange humain. Alors oui, je suis pas un bisounours, hein, on vend et on pourra même en parler peut-être après. Bien sûr. Mais moi, je suis là avant tout pour vendre sur LinkedIn. Mais je me suis rendu compte justement que plus on va mettre de l'humain dans nos actions, dans les échanges, même dans la prospection, dans le contenu, en fait, plus c'est à ce moment-là que tu crées de la confiance, que tu crées du lien et que tu vends. Donc Ouais. ça m'est inspiré de Luffy, notamment. Ouais, écoute, c'est assez fort ce que tu dis parce que souvent, c'est, je n'entends pas souvent ce discours où la confiance en soi se construit à travers un personnage. Et je trouve ça assez chouette parce qu'en fait, les mangas, effectivement, inspirent beaucoup d'enfants, mais pas que, de jeunes adultes. Et toi, si je comprends bien, ta confiance, t'es sorti de la timidité, t'as acquis cette confiance en toi à travers les péripéties de ce personnage fictif, bien sûr. Alors, si je m'étais, euh, on va dire, focalisé que sur le personnage, ça aurait pas marché parce que Ok. on voit le personnage faire. Mais c'est comme je dis à mes clients, en fait, tu peux me regarder faire, tu peux admirer, inspirer, mais si tu passes pas toi à l'action, ça marchera pas. Donc, Yes. il a fallu que je mette en place un process moi-même de mon côté pour avoir confiance et pour sortir de cette timidité. Donc, ça a vraiment pris 10 ans pour le coup. Et à chaque fois, je me forçais en fait à sortir ou à élargir ma zone de confort. C'est-à-dire que au début, je faisais des petites actions. Par exemple, bah, la dernière fois, j'ai pas réussi à faire l'exposé devant 10 personnes. OK, est-ce que j'arrive à le faire devant 3 personnes? Et donc, j'essaye. Ensuite, quelques années plus tard, j'ai fait ce qu'on appelle recruteur de donateurs. Donc, ça, c'est les personnes dans la rue, dans les grandes villes, là, qui te demandent est-ce que tu Oui. veux soutenir une asso, etc. Donc, moi, j'ai fait ça. Allez, à un moment où j'étais encore très timide. Et il faut savoir que recruteur de donateurs, je pense que les gens ne connaissent pas les coulisses, c'est que le premier jour, en fait, tu vas pas dans la rue. Le premier jour, tu es chez toi, on te fait apprendre les scripts et on te fait faire des roleplays. Donc, en fait, devant tout le monde, en Zoom, en visio, parce que c'était pendant le Covid, eh ben, on était là en train de réciter le script, en train de faire la mise en situation. Déjà là, je ressentais les mêmes choses que je ressentais il y a quelques années dans la classe où je me suis effondré, hein. J'étais là, mais j'avais mal au ventre. Mais j'ai pas craqué cette fois-ci. Cette fois-ci, j'étais devant tout le monde, j'ai fait le script, j'étais bon en plus, c'est ça qui était ça le pire. Et je me suis dit, bon, bah, le jour d'après, donc ça arrive le deuxième ou le troisième jour, je sais plus, on va dans la rue cette fois-ci. Et là, quand on est dans la rue, déjà, on a des objectifs, donc il y a beaucoup de pression, parce qu'on doit, en fait, c'est vraiment, on doit signer des gens. C'est presque terrible de dire ça, parce que on travaille pour des associations, mais on doit signer des gens, pour le coup. Et on a des objectifs chaque jour. Et on aborde 100 personnes par jour, en moyenne, par heure, en moyenne. Ouais, par Par heure. heure. Oui, C'est par énorme. heure. Parce qu'en fait, 95% des gens vont Ouais. ne pas, vont nous zapper, vont nous dire non, etc. Certains même vont nous insulter, peu importe. Mais ça arrive. Et donc, on doit aborder 100 personnes par heure. Donc voilà la réalité. J'ai fait ça pendant un mois et j'ai fait un bond. Mais franchement, quand tu fais ça pendant même une semaine, les noms, tu les vois plus de la même manière après. C'est clair. Quelqu'un te dit non, il fait bon, ok, très bien, suivant. Donc, ça, c'est des petites expériences comme ça qui, moi, m'ont permis de gagner en confiance en moi, qui m'ont vraiment permis de progresser. Donc, c'est vraiment été un long chemin.
Ouais, c'est bah, politique des petits pas, ça me parle beaucoup. Confrontation à la réalité aussi. En plus, c'est marrant que tu dis ça parce que moi, des fois, je vais coacher des inconnus dans la rue et je vois ce que c'est le nom de la personne Ouais, ou qui fait semblant de pas t'avoir vu. c'est ça. Mais bravo, du coup, tu t'es fait, ouais, j'allais dire violence, je sais pas si on peut parler ce terme-là. En tout cas, t'as pris le taureau par les cornes et puis t'as fait étape par étape. Aujourd'hui, t'en es où de ta confiance en toi? Aujourd'hui, j'ai atteint un point déjà que je pensais même pas atteignable. C'est-à-dire que je le sens dans ma vie de tous les jours, dans toutes les actions que je fais. J'ai pris confiance en moi. J'ai pris, alors j'aime pas trop ce mot, mais j'ai gagné en leadership, par exemple. Mm. C'est-à-dire que maintenant, je prends naturellement le lead quand je fais des actions en groupe. Je peux initier les échanges. Maintenant, c'est même moi qui fais les mises en relation. Donc, avec mes amis, par exemple, je donne un cas concret. Moi, j'adore aller aux événements à Paris. Donc, je suis localisé à Paris. J'habite à Paris et je vais souvent à des événements pour entrepreneurs. Et à ce moment-là, j'y vais avec mes amis. Et mes amis, parfois, ils voient quelqu'un qui est assez connu sur LinkedIn. Ils disent, ah non, j'ai peur d'aborder cette personne. Et moi, je vais voir la personne. Je fais, bon, on va la voir. Et je commence à faire les introductions. C'est ça, mais c'était il y a encore 5 ans, mais inimaginable. Donc, je fais ça. Après, je suis allé un level au-dessus. C'est-à-dire que moi, maintenant, j'organise mes propres événements. Ah Donc, ouais. il faut vraiment, vraiment voir le chemin qui a été parcouru. Donc, tous les 2 mois, je fais un événement à Paris, il est gratuit. J'invite bah, les créateurs de contenu LinkedIn, même toute personne qui est sur LinkedIn de manière générale. Et c'est moi qui fais l'animation, c'est moi qui fais les mises en relation, c'est moi qui fais le networking. J'avais mettre même un jeu qui s'appelle l'Icebreaker parce que bah, moi, je vois la personne là dans mon événement qui est toute seule, qui connaît personne, qui est vraiment stressée, qui ne sait pas dans quel groupe aller. Bah, je vais la prendre, je lui dis, bah, tiens, ils sont hyper sympas, je vais faire les introductions, etc. Donc, je suis vraiment allé jusqu'à ce point-là. Et le point que j'ai abordé aussi il y a quelques minutes, ce sont les conférences. Donc maintenant, je fais de temps en temps des conférences devant des dizaines de personnes, parfois devant 100 personnes. Et je suis très à l'aise, je suis très fluide, etc. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui de ma confiance en moi. Et je suis vraiment, vraiment très fier du chemin parcouru. C'est quelque chose, je pense il faut se dire, quand on progresse comme ça, Ouais. il faut regarder en arrière, il faut se comparer au soi d'hier et se dire qu'on est très fier. Moi, vraiment, je suis hyper content de là où je suis, tellement content que j'ai encore envie. Je me demande maintenant, je suis assez curieux de me dire, c'est quoi le palier supérieur? En fait, jusqu'où on peut aller finalement dans la confiance en soi? Pour le coup. Bah, ce serait quoi Euh, du coup? tu vois, bah, je sais pas. Tu vois, je continue à progresser. Tu vois, pour les conférences, ça peut être le nombre de participants. De dire que, OK, là, j'ai fait 100. Peut-être que je vais faire 1000 maintenant ou, je sais pas, 5000. Est-ce que ça va changer quelque chose, tu vois? Je sais pas. Donc, je continue à progresser. Tu vois, je vais même prendre une coach en prise de parole pour Mm. continuer à progresser. Et quand même, une petite nuance par rapport à tout ce que je dis, parce que là, je te dis, t'as l'impression, voilà, maintenant, j'ai atteint le palier de la confiance et tout. Pas du tout. Il y a des moments où, justement, ça retombe. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a des situations qui m'arrivent encore où je perds un peu cette confiance, où je retrouve ma timidité, où j'arrive pas à demander, par exemple, un service ou quelque chose. Et donc, il y a toujours un chemin encore à faire. Il y a toujours des situations où j'y arrive pas de temps en temps, même des situations où peut-être, je sais pas, le mois dernier, j'y ai réussi, et ben le mois suivant, ben là, je me retrouve bloqué. Je sais pas tout à fait pourquoi, il y a un truc qui me bloque et qui fait que je me renferme. Donc, c'est toujours un combat, je pense, hein, de longue haleine, qui est pas terminé. Ouais, j'ai l'impression que tu vois un peu la vie comme un jeu et que tu essaies de jouer et de renforcer un petit peu ces petits gains de développement personnel ou de confiance en soi. Et ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, puisque tu as encore ces moments, et c'est normal qu'ils reviennent de timidité ou de manque de blocage, de peur, comment toi tu fais quand tu as ces moments pour passer à l'action, quand il arrive bien sûr. Comment tu fais si quelqu'un nous écoute et voudrait se dire, moi je veux faire comme Alexis? Alors, dans ces moments-là, j'ai un process en 2 étapes, et qui sont distincts en plus. Donc, la première chose que je peux faire, c'est que je demande de l'aide. C'est quelque chose que je faisais pas du tout avant. Mais en fait, quand on a des gens qui sont là pour nous aider à passer à l'action, ça change tout. Hmm. C'est-à-dire que déjà, j'ai appris à me connaître moi-même. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, c'est quoi les déclencheurs de mon action? Qu'est-ce qui déclenche l'action chez moi? Est-ce que je le fais pour moi? Est-ce que je vais impressionner quelqu'un? Est-ce que c'est le regard des autres? Donc j'ai analysé et je me suis rendu compte en fait effectivement que quand déjà j'aime bien en fait faire bonne figure face aux gens, sans fake, mais je veux dire, j'aime bien paraître bien de manière générale, donc pas timide, etc. Donc, je sais qu'il y a ce regard des autres qui peut me motiver. Avant, il me détruisait, mais il peut me motiver. Je sais que quand je m'engage envers quelqu'un, eh ben, je passe aussi à l'action. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis un rituel en place, c'est que quand il y a un truc que j'ai pas réussi et qui me fait peur, bah, la prochaine fois, eh ben, je vais m'engager auprès de quelqu'un, donc auprès de mes amis, en fait, des personnes chez lesquelles leur avis compte. Parce qu'il y a des gens, je peux m'engager auprès d'eux, je ferai jamais rien.
c'est clair. On va se le dire quand même. Non, non, je prends vraiment dans le cercle restreint et proche les quelques personnes chez lesquelles je m'engage. Et en fait, chez ces personnes-là, je ne peux juste pas me rater et pas passer à l'action. C'est même pas se rater parce que l'échec, c'est pas grave en soi, mais c'est juste ne pas passer à l'action. Et donc ça, c'est mon rituel numéro un et qui marche super bien. Ouais, j'aime beaucoup. Tu vois. Et le deuxième, qui rejoint un peu le premier, si jamais j'ai vraiment personne, c'est que quand je suis bloqué devant une situation que j'arrive pas à la faire, j'arrive pas à passer à l'action, ben, généralement, ce que je fais, c'est que j'y vais les yeux fermés, donc je me lance, je fais l'action qui me lance dessus. Donc, par exemple, si c'est s'inscrire à, imaginons un TEDx, faire un TEDx devant 100 personnes, j'arrive pas, j'ai peur d'y aller, ben, je m'inscris. Comme ça, c'est fait. Et là, il n'y a plus de retour en arrière. Toi, j'ai été un peu confronté à ça, ben il y a quelques jours je devais relancer une formation LinkedIn en live, donc un live LinkedIn simplement, et j'arrivais pas à la lancer. J'avais peur, je fais non, mais je vais devoir refaire un tunnel, tout ça, et je me sens pas prêt à refaire des choses comme ça, parce que j'ai déjà fait ça, hein, j'ai déjà fait ça en juillet, hein. Et hier, j'ai fait bon, c'est bon, ça suffit les conneries. J'ai créé l'événement, boum, j'ai créé l'affiche et tout, j'ai publié ce matin, j'ai appuyé sur le bouton, tant pis. Mon profil LinkedIn, il n'est pas à jour parce que j'ai pas encore mis la charte graphique de l'événement et tout. Pas grave, j'ai publié le truc. Maintenant, on y va, il n'y a plus le choix. Tu vois. Ouais. Et j'ai informé tout le monde. Donc C'est ça, c'est mon process. Et là, je suis lancé, tu vois. Et après, c'est ouais, bon. c'est top. En fait, une fois que c'est fait, c'est fini. Maintenant, je suis bon. Je me dis, OK, on va faire ça, Ouais. on va faire tunnel et tout. Ça va être génial. J'ai rigolé parce que c'est quand t'as dit putain, faut que j'en fasse un tunnel. Ouais, Je connais tellement ça. bah oui. Parce Bah que ouais. les gens, ils savent pas tout ce qu'il y a derrière le travail à la con du tunnel qui fait Bah chier. ouais. Mais j'aime beaucoup. Alors, du coup, c'est bien parce qu'on retrouve ce que tu disais sur Luffy qui, dès le premier jour, Ouais, s'est engagé sur sa quête. Du coup, en mode je le crie à tous les toits. Donc, t'as un peu ce côté-là. Mais exactement. c'est marrant, t'as le discours un peu d'un coach, quoi. Moi, quand tu me dis mon rituel numéro un, c'est qu'en fait, je m'engage comme ça. En fait, la douleur de ne pas respecter mon engagement est plus forte que la douleur de passer à l'action. Exactement. Et le deuxième chose, de me dire, bah, en fait, je mets de la distance émotionnelle. Il n'y a pas d'émotion, boum, je clique. C'est après que l'émotion arrive, mais c'est trop C'est tard, ça. c'est fait. C'est trop tard. Voilà. Bah, c'est très coach, même PNL. Donc, t'as fait des formations, t'as fait des trucs, ou c'est toi qui a processé les choses tout seul? Alors, je vais t'avouer un secret. Je suis entouré que de coachs. Donc, Ça mais aide. vraiment, vraiment, mes meilleurs amis aujourd'hui sont tous des coachs, hein. Donc, coach PNL, j'ai que des coachs autour de moi. Donc, moi-même qui ne suis pas coach, je me donne pas la casquette de coach. Et ben, tous les jours, de toute façon, j'échange avec des coachs, je vois ce qu'ils font. Donc, au bout d'un moment, ça infuse. Là, tu peux pas y échapper. Donc, je suis pas coach. Mes clients sont des coachs. J'ai beaucoup de Hmm. clients qui sont coachs et mes meilleurs amis et amis entrepreneurs et même dans le perso sont des coachs. Donc, bon, Ouais, tu t'es donc vois. la moyenne des 5 personnes qui t'entourent un petit peu. C'est un peu la Exactement. fameuse phrase, quoi. Exactement. Ok, yes, trop bien. Écoute, bravo pour un ancien timide qui s'effondre par rapport à tout ce que tu as réalisé. Et les conférences, c'est sur quelle thématique quand tu les fais? C'est toujours LinkedIn, en fait, les conférences. Ah, top. Tu vois, il y a deux types de conférences. Donc, mes conférences privées à moi, où je vais parler d'une thématique LinkedIn pour te faire un peu pour donner de détails. Donc, moi, je parle des coulisses de LinkedIn. Donc, je vais arriver en conférence et je vais te dire des choses sur LinkedIn que personne ne te dit. Donc, par exemple, le fait que certains créateurs influenceurs sont addicts à LinkedIn, le fait que certains d'entre eux font des burn-out, en fait, le fait que certains d'entre eux ont une dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'ils vont dire sur LinkedIn qu'ils font pas ça pour les likes, mais en privé, ils t'envoient un message pour dire, ah là, j'ai fait 100 likes, franchement, c'est pas ouf, je pense que je vais supprimer mon post. Attends, t'es sérieux là? Il y a 3 heures, t'as dit que tu t'en foutais des likes, tu vois. Donc ça, c'est typiquement ce que je raconte dans mes conférences parce que je le vis moi au quotidien. Je connais beaucoup de créateurs de contenu qui soient anonymes ou influenceurs. En fait, je vois tout. Je vois tout LinkedIn, que ce soit le public ou le privé. Et donc, je me suis dit un jour, je vais faire une conférence sur ça, en fait. Et ça a cartonné, les gens ont C'est adoré. génial. Ah, c'était génial. En plus, je peux placer plein de blagues dans tous les Bah ouais, sens. c'est hyper Et humoristique. ah ouais, c'est très humoristique. Et tu vois, ça m'a libéré. Je pensais pas que j'étais capable de faire ça il y a encore quelques années. Ah, Donc c'est ça, c'est marrant. la première thématique de conférence, Ok, quand c'est conférence pour les particuliers, on va dire. Et j'ai les conférences en entreprise, où cool. là, c'est vraiment sur de l'expertise. Ils me demandent généralement une expertise en particulier. Donc, par exemple, le profil LinkedIn, comment on va optimiser les profils LinkedIn de toutes les personnes dans la boîte. Donc là, je fais une conférence sur ça. Ça peut être une conférence sur comment créer du contenu. Donc, comment construire sa stratégie de contenu pour atteindre des objectifs de l'entreprise, pour renforcer la culture d'entreprise. Donc, généralement, c'est un peu ces deux types de conférences que je fais. Ouais, trop bien. Il y a un côté un peu one-man show, limite, et un côté plus Ah, pro, mais opérationnel, quoi. complètement. Ouais, Complètement. trop bien. C'est du stand-up hein, que je fais hein, quand je suis avec quand je fais les coulisses de LinkedIn, hein.
C'est marrant, j'aurais jamais pensé à un truc comme ça, conférence LinkedIn, en mode, attendez, l'envers du décor des créateurs. Et Ouais. quand tu dis, parce que tu dis, je vois tout le monde, comment ça se fait? C'est que tu les connais, tu es dans des groupes, vous échangez sur WhatsApp, c'est un écosystème? Parce que moi, je suis pas à Paris, je pense qu'il y a beaucoup de choses à Paris Ouais, qui se jouent aussi, hein. Mais comment ça se fait d'accord. que tu vois tout le monde? Alors, plusieurs choses. On va partir de ce que j'ai dit déjà, c'est que comme j'organise beaucoup d'événements et je vais beaucoup aux événements, on rencontre les créateurs, Ouais. fatalement. Et comme un peu Paris pour le LinkedIn francophone, c'est un peu le point central. Et ben, de temps en temps, même souvent, tu rencontres des créateurs déjà qui sont parisiens, mais même qui sont en dehors de Paris, qui passent de temps en temps à Paris. Mm. Et donc, ça fait que tu crées des liens. Donc, moi, j'ai créé beaucoup de liens avec beaucoup de créateurs qui sont assez influents sur LinkedIn. Et donc, on se raconte simplement des choses. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il y a des groupes sur LinkedIn, sur WhatsApp, Et sur oui. d'autres réseaux où on échange de toute façon, ou même parfois les gens se soutiennent. Et donc, eh ben, on a les coulisses aussi de ce qui se passe là-dedans. J'ai mes clients aussi, parce que parmi mes clients, ben, il y a beaucoup de créateurs de contenu, il y a même des gens qui sont influents parmi mes clients. Donc, ils me racontent, et moi, je vois leurs problématiques parce qu'ils me les donnent et on essaie de les résoudre. Donc, je vois plein de choses par rapport à ça. Il y a mes amis LinkedIn de manière générale, et ça fait que je peux vraiment avoir bah, toutes les coulisses un peu de ce qui se passe. Ouais, c'est sympa. Euh, Avant d'aller sur LinkedIn et tout ça, parce Hmm, qu'évidemment on va y aller, bien sûr. j'aimerais bien que tu nous dises, comme tu es passé par là et que tu organises ces événements-là, par exemple, moi les événements, ou réseau d'entrepreneurs, on appelle ça comme on veut, enfin peu importe. C'est un truc, j'aime pas ça, tu vois. Moi, c'est un truc, ça me bouffe énergétiquement, etc. C'est dur. Pourtant, je suis un mec extraverti, j'adore rire avec des amis, etc. Ces événements, pour moi, c'est dur. C'est une vraie souffrance. Quel conseil tu donnerais, quel conseil tu as envie de donner, on va le faire comme ça, à des personnes, parce que c'est un bon levier d'acquisition, c'est un bon levier de faire du réseau, de connaître des gens, etc. Malgré tout. Quel conseil tu peux donner aux personnes qui iraient dans ces événements-là et qui ont peur et qui savent pas quoi faire ni comment faire? Première chose, c'est toujours de te donner un objectif quand on va à un événement. Faut Ok. pas y aller comme ça, les yeux fermés, dire bon, on verra bien ce qui va se passer. Non. Objectif, pourquoi je vais à un événement? Est-ce que je vais pour réseauter, pour avoir des contacts, chercher des partenaires? Est-ce que je vais pour prospecter, éventuellement identifier ma cible? Toujours se donner un objectif. Ensuite, deuxième point, c'est si on a le temps de le faire, faire quand même des toutes petites recherches sur l'événement, quelques minutes, regarder c'est qui l'organise, regarder un peu qui va y participer. Parfois, on a souvent les listes un peu juste Mm. pour vous faire une petite cartographie un peu de où je mets les pieds. C'est hyper important parce que parfois, juste en faisant ça, peut-être qu'on va identifier des personnes qu'on a déjà vues, donc peut-être les personnes vers lesquelles on va aller en premier et pas être perdu en fait directement et même savoir ce qui va se passer dans l'événement parce que parfois, c'est un événement, il y a plusieurs étapes, il y a tu vois, plusieurs choses à faire. Bref, déjà faire ça. Ensuite, quand on va à l'événement, donc là, plus important, quand on arrive, moi, je pense, la première chose à faire quand tu arrives, c'est surtout pas de rester dans ton coin et de te dire, bon, ok, je suis là, je sais pas quoi faire, etc. Ça, c'est moi, ça. Non, ouais, vraiment, faut pas faire ça. Là, il y a plusieurs stratégies. Si, on va prendre les cas un peu difficiles. Tu arrives à un événement, tout le monde est en groupe et tout le monde est en train de discuter. Mm. Pire truc, ça. Oui. Moi, je sais jamais quoi faire. En tout cas, maintenant, je sais, mais avant, je savais jamais quoi faire. J'étais hyper timide, j'étais hyper réservé. Il y a toujours quelqu'un qui est un peu, soit dans l'organisation, soit qui est un peu en dehors de tout ça. Trouve cette personne, cherche cette personne, vraiment. Il faut que tu trouves un point d'ancrage dans ton événement, dans l'événement où tu vas. C'est-à-dire quelqu'un qui va pouvoir t'introduire à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est un peu dans le staff ou quelqu'un qui organise. Donc moi, c'est toujours mon premier conseil si vraiment on n'a pas de solution et que tous les groupes sont faits. Ok. Ok. Ensuite, maintenant, en termes de networking, c'est ça le plus important. Souvent, on se met beaucoup de pression parce qu'on se dit, ouais, je vais encore devoir me présenter ou je vais essayer de prospecter, etc. Non, c'est de l'humain, un événement. Les gens, c'est des gens. Avant d'être, je sais pas qui, sur les réseaux sociaux, sont des personnes comme toi. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'arrive et je me dis, non, je vais pas pitcher ma boîte, je vais pas pitcher ce que je fais. Je vais poser une question à une personne, j'arrive, je la découvre. Tu vois, qui est cette personne? Juste être dans l'échange comme ça. Et pas se mettre de pression sur je vais pitcher telle ou telle chose. Donc moi déjà, moi j'appuie toujours ça. Et ça fait que maintenant, il y a beaucoup moins de pression. Et je me dis, bah, je vais aussi répondre aux questions des personnes. Parce que généralement, il y a un échange. Je pose une question, on m'envoie une question. Et je vais parler de moi. Tu vois, même pas de moi forcément dans le business, dans le pro. Mais aussi, tu vois, la question souvent qu'on me pose, quand on me découvre, les gens qui me connaissent pas ils me disent, mais qui es-tu? Mm. Et quand on va me dire qui es-tu, je vais pas me dire, bah, je suis formateur LinkedIn, je fais ça. Non, je veux dire, je suis Alexis. Déjà, t'as remarqué un truc, je porte un chapeau de paille. Tu veux savoir d'où il vient, tu vois? Et ben, boum, tac, direct. Ça crée un truc chez la personne, ça crée une émotion, ça fait descendre la pression et tout. Donc ça, c'est un autre conseil que je peux vous donner. Regardez ce qu'il y a de distinctif chez les gens.
de la manière dont ils se comportent, de la manière dont ils sont habillés, etc. Vous pouvez rebondir là-dessus. Surtout si vous avez un point commun, surtout si c'est quelque chose qui vous parle. Donc, faites ça et vous allez voir que le networking, déjà, ça a complètement changé pour vous. Ouais, c'est super intéressant. On sent que tu l'as fait plusieurs fois. J'aime beaucoup le côté distinguer, enfin regarder ce qui distingue les personnes et Ouais, puis allez-y. Et puis il y a le côté aussi qui est intéressant quand tu parles de ton chapeau, il y a le côté travailler un peu de manière naturelle, mais votre storytelling quoi quelque part, c'est aussi exactement. aller toucher avec l'émotion plutôt que votre produit, tout simplement. C'est aussi, enfin c'est la base du lien et de la connexion qui chez toi est importante en plus. Ouais. Super. Et comment on organise un événement du coup? Ouf. Alors là, Allez, euh, t'as une minute. ouais, comment organiser un événement? Euh, Par quoi on commence déjà quand on organise un événement? Pas On simple. commence déjà par, je pense qu'on commence par fixer la date. Là, se dire que, OK, je vais refaire un événement, parce que organiser un événement, on peut y passer un an dessus, hein. C'est-à-dire que oui, je vais organiser un événement, je vais le faire, et on fait jamais rien. Je connais, hein. Donc, première chose, on la met dans le calendrier, on la fixe. Deuxième chose, on l'annonce. Donc Ouais. oui, je sais que c'est contre-intuitif, parce qu'on va se dire, non, d'abord, je dois organiser, je dois chercher les invités, je dois, je sais pas quoi. Non. Première chose, vous annoncez l'événement en public. Comme ça, moi, c'est verrouillé. Vous êtes obligé de le faire. Mm. L'événement qui est 3 personnes ou 100 personnes, vous annoncez l'événement. Première chose. Vous avez tout le temps d'organiser la com derrière. Vous annoncez l'événement. Ensuite, justement, c'est le lieu. Hyper important, le lieu. C'est vrai. Et une source de stress. Parce que on choisit quoi comme lieu? Est-ce que je choisis un lieu cosy, un lieu où on a notre espace à nous, un lieu public, où on sera mélangé avec d'autres personnes? Ça, c'est des questions qui sont importantes. On n'est pas tous logés à la même enseigne ici, hein. Il y a des villes qui sont un peu différentes là-dessus. Nous, à Paris, on a tout type de lieux, mais on n'a pas les mêmes prix aussi. Donc, déjà, le lieu, qu'est-ce qu'on veut comme lieu par rapport à la cible? Très clair. Ensuite, si on va dans l'événement, c'est OK, je fais quel type d'événement? Est-ce que ça va être une conférence? Est-ce que ça va être du networking? Est-ce que ça va être un atelier? Est-ce que ça va être des rencontres et stand-up? Ok. On fixe déjà un peu la ligne directrice de l'événement. C'est hyper important. On va fixer aussi, je sais que ça gêne beaucoup de gens, mais est-ce que c'est un événement gratuit ou payant? Ah bah ouais, c'est une question qui est hyper importante. Est-ce que je fais payer les gens ou est-ce que justement c'est gratuit? Et là, dans ce cas-là, il y a pas mal de contraintes parce que le lieu, je sais pas quel est votre budget, mais justement, le lieu, on va peut-être faire attention, etc. Donc déjà, c'est quelque chose qu'il faut fixer au début. Si on a ça déjà, qui est prêt, tout ce que je viens de dire, déjà, bon, vous avez déjà fait plus de la moitié du chemin. Mm. Ensuite, le plus dur, non, on va dire très important, la com. Eh C'est-à-dire oui. remplir l'événement. Donc remplir l'événement, que ce soit en présentiel, digital, peu importe. On remplit l'événement, on fait de la com, utiliser les leviers qui marchent le mieux pour vous, hein. Moi, j'ai pas cherché 1000 ans, j'ai juste fait de la com sur LinkedIn et même j'ai coaché des gens à remplir des événements. Et parfois, on faisait même de la prospection, entre guillemets. On Oui, envoyait bien des sûr. messages privés aux gens pour qu'ils viennent aux événements. Donc, Ouais. faut pas hésiter à le faire. Donc, la com. Et après l'événement en soi, quand on y est, c'est qu'est-ce que moi, en tant qu'organisateur, je vais faire, qu'est-ce que je vais apporter pendant cet événement? Est-ce que je serai le liant entre les gens? Parce qu'en fait, c'est un Mm. événement où je vais avoir beaucoup de nouveaux, beaucoup de personnes qui sont pas habituées au networking, par exemple. Donc moi, je vais faire le lien, etc. Ou bien est-ce que, en fait, je vais inviter des dirigeants, ils savent très bien où ils vont juste s'asseoir, et moi, j'aurai plutôt un rôle d'accueillir les intervenants, des choses comme ça. Donc, il faut bien définir votre rôle pendant l'événement et ce que vous allez faire. Hyper important. Là, vous pensez que j'ai fini? Pas du tout. Parce qu'il y a le post-événement. Après l'événement, qu'est-ce qu'on fait après l'événement? Parce que l'événement, il n'est pas terminé quand l'événement est terminé. Parce que ces gens-là, par exemple, si vous êtes un événement de networking, pour vous, ça va peut-être vous servir à vous. Donc, vous pouvez recontacter les personnes. Vous pouvez reproposer un événement. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens, ils font des événements récurrents. Par exemple, ça peut être tous les mois, tous les trimestres, tous les ans. Eh ben, ils pensent que le meilleur moment pour reproposer un événement, ça va être dans 8 mois, par exemple, pour l'année prochaine. Pas du tout. Le meilleur moment pour reproposer un événement, c'est tout de suite après l'événement. Parce qu'on a encore en mémoire l'événement, Mm. les bonnes émotions, les bonnes vibes, les personnes qu'on a rencontrées. Et donc, on a envie de remettre ça, même si c'est dans un an. Et donc, c'est maintenant qu'on parle de la suite. Donc, moi, ce que je fais généralement, c'est que un petit vocal, j'envoie un petit vocal à tout le monde, même s'il y a 100 personnes à l'événement, pour Ok. dire merci d'être venu à l'événement, etc. S'ils sont dans un groupe, j'envoie le message dans le groupe. Donc, hyper important de remercier les gens d'avoir investi ce temps, d'être venus. Et derrière, on parle de la suite, s'il y a une suite. Waouh. Tu vois, Est-ce que le petit Alexis, il pensait qu'il allait réaliser tout ça? pas du tout. Alors là, tu vois, si j'étais à ta place, que je me voyais là il y a 10 ans,
Je fais, mais cette personne, c'est pas moi, c'est sûr. Donc, non, surtout pas. C'est quoi le truc? Tout à l'heure, tu parlais de fierté. Et encore une fois, on va aller sur ce que tu fais aujourd'hui. Mais c'est Mm. quoi, qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui dans tout ce que tu as réalisé aujourd'hui? C'est même pas dans mes réalisations que je suis plus fier, c'est dans la personne que je suis devenu. Ok, Ouais, sympa. vraiment. C'est-à-dire, tu vois, moi, rien que le fait d'être devant toi et de pouvoir te partager tout ça, qui est le fruit de mon expérience, de ce que j'ai vécu, bah, ça me rend hyper fier. Ça me fait me rendre compte à quel point j'ai évolué, à quel point j'ai fait des choses. Et rien que ça, en fait, ça me rend hyper fier. Tu vois, le fait que j'arrive à aligner plusieurs phrases là depuis je sais pas combien de minutes, tu vois, le fait que j'arrive à réagir, à te répondre, tout ça, c'est ça, en fait, c'est moi, mon évolution à moi qui me rend le plus fier. C'est marrant que tu dises ça parce que j'allais justement te faire la remarque que je trouve que tu es hyper. T'as un débit de parole qui est rapide. Je suis un peu comme ça, Mhm. hein, donc ça me va très bien. Et tu modélises très rapidement tes idées pour les mettre en œuvre simplement. Et du coup, c'est vrai que ça ne donne pas l'image, mais évidemment, tu as travaillé dessus, de quelqu'un qui, parce que quand on est timide, en général, on a du mal à placer les mots comme tu le fais. Exactement. Et on sent que tu as beaucoup évolué, expérimenté, et du coup, gagné en confiance. Et surtout, moi, ce que je vois, et on est qu'à une demi-heure de podcast, mais que tu prends beaucoup de plaisir. Et ça, quelqu'un qui est passionnant, enfin, quelqu'un qui est passionné devient passionnant. Et du coup, bravo parce que c'est le fruit des expérimentations. Et c'est un truc que j'avais dit à l'époque à Caroline Rousset, que tu dois connaître du coup sur LinkedIn, j'imagine. Ouais. J'ai vu Euh, une partie du podcast que tu as fait ben avec elle. voilà, où je lui avais dit, j'avais remarqué chez elle, et c'est un peu un truc que je remarque chez toi aussi, c'est que elle expérimentait beaucoup, donc elle pouvait raconter ce qu'elle expérimentait. Et c'est un peu ce que tu fais. Et du coup, c'est beaucoup plus facile aussi dans la création de contenu. Alors, on va y aller dans tout ça. Donc, Super. tu disais que ça fait 3 ans à peu près que tu t'es lancé vraiment sur LinkedIn, etc. Tout à fait. Raconte-nous, je crois que j'ai vu passer l'école 24. Enfin, raconte-nous un petit peu ton parcours. Aujourd'hui, tu fais quoi pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Oui, donc aujourd'hui, moi, je suis formateur LinkedIn. Donc, Ok. j'aide les entrepreneurs et les entreprises à prendre la parole sur LinkedIn pour atteindre leurs objectifs. Donc, ça peut être trouver des clients, ça peut être recruter, ça peut être développer une image de marque, ça peut être tout simplement devenir la référence dans leur domaine. Donc, moi, je les aide à faire ça, généralement à travers une stratégie de contenu qu'on va mettre en place. Donc, ça, c'est un grand mot qui regroupe pas mal de choses, hein. Donc, optimisation du profil, ça va être quel sujet je vais aborder sur LinkedIn, quel angle je vais adopter, quel ton. Quand on parle de personal branding, on parle d'image de marque personnelle, parce qu'il y a le branding pour les entreprises, mais maintenant, avec l'avènement en fait, des solopreneurs, donc des entrepreneurs qui sont seuls, eh ben, il y a le personal branding. Donc, comment moi-même, je développe ma propre image. Donc, moi, j'apprends ça aux personnes, et derrière, ben, je le fais derrière à travers des formations, par exemple. Donc, ça peut être des formations en ligne, ça peut être des formations en groupe. Je le fais à travers des accompagnements, donc accompagnement personnalisé, accompagnement en groupe encore. Ça peut être des conférences, comme je l'ai évoqué. Donc ça, je fais ça au quotidien, 24 heures sur 24 pratiquement, et je le fais depuis 3 ans. C'est ma seule activité, je n'ai aucune autre activité à côté. Donc comment ça a commencé? En fait, il y a 3 ans, juillet 2021 pour être exact, je me lance. Je lance mon activité. Faut quand même que je donne du contexte parce que sinon on va pas comprendre. Moi, avant 2021, j'étais déjà freelance et je travaillais pour des startups parisiennes et je les aidais à trouver des clients notamment. J'ai fait ça, j'ai fait d'autres choses, j'ai fait du soutien scolaire et tout, mais à un moment, j'ai aidé à trouver des clients. Et donc, ce qui s'est passé en juillet 2021, je me suis dit, bah, je vais aider des gens à trouver des clients. Allez, je vais aider d'autres entrepreneurs qui se lancent à trouver des clients parce que je l'ai déjà fait pour des startups, etc. Donc, je suis personne sur les réseaux, je n'ai aucun compte, que ce soit sur Instagram ou sur LinkedIn. Enfin, j'ai mon compte LinkedIn, mais c'était pour l'école, quoi. Donc, j'avais pas grand monde, j'ai 150 abonnés à l'époque. Donc, je me suis dit, je vais aller à un événement et je vais aller rencontrer ma cible comme ça. Donc, c'est là a commencé mon aventure avec les événements. Ouais. Donc, 1er juillet 2021, je me souviendrai toute ma vie, j'organise un événement à Station F. Donc, je C'est vais toi sur qui organise? Eventbrite. Oui, Ah donc je ouais. vais sur Eventbrite, je crée un événement. Et en fait, je contacte toutes les personnes que j'avais déjà rencontrées dans ma vie de freelance pendant des mois et que j'avais rencontrées à 2 événements auxquels j'étais allé. Donc, je contacte peut-être une centaine de personnes, il y en a 30 qui viennent, et je passe 6 heures littéralement à leur parler, donc chacun d'entre eux, à leur parler et à leur parler du projet. Donc, je leur dis, bah voilà, je peux t'accompagner dès la semaine prochaine et tout. Et là, enfin, je signe entre guillemets 6 personnes. Oh, Il y en a 3 qui ont payé, il y en a 3 autres qui avaient payé un peu plus tard, mais une somme dérisoire, c'était 195 euros. ok. Donc, je vendais vraiment un accompagnement à 195 euros. C'est les débuts. C'est les débuts, c'est normal. Voilà. Et c'est pas un accompagnement de 2 semaines, c'était 3 mois d'accompagnement. 195 euros. Voilà où on en était. Je pouvais même pas payer mon loyer, hein, juste pour dire, pour que, voilà, on sorte les coulisses. Donc, ça commence comme ça. Et au bout d'un moment, je me fais, donc c'était l'été 2021, pendant que je fais mes accompagnements à 195 euros.
faudrait quand même que je communique parce que dès que eux, c'est terminé, comment je fais? Je vais pas retourner à un événement, je vais pas refaire un événement, c'était hyper chronophage, j'ai passé 6 heures et tout. Donc là, je me lance sur LinkedIn. Donc LinkedIn, novembre 2021, je me lance et tout. Ça marche pas au début. Donc je commence à créer du contenu, je partage des conseils justement dans l'acquisition client que j'avais eu depuis ces années, mais ça marche pas, j'ai 4, 5, 10 likes, etc. Et au bout d'un moment, juillet 2022, et ben là, ça commence à prendre. Ok, Ça un commence à an prendre, déjà. commence. Ouais, un an. C'est bien de le préciser parce que je t'arrête une demi-seconde. Ouais, C'est bien de se dire que ça prend du temps. exactement. Enfin, voilà, c'est toute une inertie, mais ok, un an, du coup là ça commence à prendre. Ouais, là, ça commence à prendre. Là, je commence à trouver des clients. En vrai, j'ai vraiment eu un passage à vide pendant 4 mois. Ok, Et ensuite, début 2022, j'ai eu mon premier client à plus 1 000 € par ok. mois à ce moment-là. Mais c'était le seul, pratiquement. J'en avais deux autres un peu éparpillés. C'était pas encore suffisant pour être rentable. Et ça commence vraiment à prendre d'avoir plusieurs clients de ce type en juillet 2022. Donc là, à ce moment-là, ben, j'accentue LinkedIn. Je me dis, ah, enfin, en fait, ça marche. Donc, je vais pas abandonner. Donc, je vais continuer. Et je commence à devenir influent un peu à cette période-là. Donc là, les likes commencent à arriver, la notoriété, etc. Et tu vendais Et déjà les formations LinkedIn ou c'était que de non, l'acquisition au sens large? C'était c'était quoi pour toi acquisition l'acquisition sans. d'ailleurs? En fait, c'était je t'apprends à trouver des clients de manière générale. Donc, pas que Ok. sur LinkedIn, Donc SEO, partout. Ouais, pub, mailing, ce ouais, genre de choses quoi. exactement. Ok, d'accord. Exactement. Euh, et en novembre-décembre 2022, Ouais. là, je commence à avoir des demandes différentes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me contactent pour me dire, bah, je vois tes résultats sur LinkedIn. En plus, moi, je partageais vraiment ce que je faisais sur LinkedIn et les résultats que j'avais. Et on commence à me demander un accompagnement juste LinkedIn. Moi, j'aimerais trouver des clients, mais juste sur LinkedIn. Tu fais ça? Je fais non. Deuxième personne qui vient, je fais non. Dixième personne, je fais non. Et au bout d'un moment, en décembre, je fais, Oui. attends, mais il faut pas refuser le marché comme ça, tu vois. Ouais. Donc, je fais un switch à 360 degrés. Ok. J'abandonne tout ce que je fais avant, enfin, en tout cas, toute la partie que j'avais mis en place avant sur l'acquisition, multicanal et tout. Et là, je fais que du LinkedIn. Janvier Yes. 2023, et ben, comme je te l'ai dit au début, là, au lieu de réfléchir, je lance un bootcamp LinkedIn. Comme ça, boum, Direct. direct. J'arrive pas à le remplir. Je remplis 6 places en presque un mois. Et je voulais 10 places, je voulais 10 personnes. 6 places, c'est bien déjà pour le Ouais, premier. 6 places, ouais, 6 places, c'est bien pour les premiers. À la fin, on est 8 pour le coup. Ah, ça va. En février, ouais, ça va. J'avais vraiment charbonné pour le coup. On est 8. Et on fait pendant 3 mois le bootcamp LinkedIn. Et là, je me dis, OK, bootcamp, c'est bien, c'est très chronophage. Et le prix, il était hyper réduit, hein, bien sûr. Là, je vais prendre tout ce que j'ai fait pendant le bootcamp, je vais en faire une formation. Donc moi, je me suis dit, tu vois, j'avais la suite un peu dans les idées. J'ai le bootcamp. Donc en plus, c'était pas qu'un bootcamp où on se réunissait toutes les semaines en groupe et je faisais une masterclass. Non, non. Mhm. C'est-à-dire qu'il y avait même de l'accompagnement personnalisé dans le bootcamp pour les 8 personnes à ce Ok. moment-là. Et donc, je me servais de tout ce qu'on faisait, que ce soit dans les séances en groupe ou les séances individuelles, pour derrière construire ma formation, Ok. qui était vraiment calquée sur le bootcamp. Et donc, j'avais les cas particuliers de chaque personne, etc. Donc, je fais ça. En mai 2023, je lance ma première formation et elle est, et je le dis, hein, complètement éclatée en termes de présentation. En termes de C'est-à-dire, présentation. tu veux nous C'est-à-dire préciser? que, en fait, tu vois, d'habitude, les gens, ils prennent un système IO, peut-être un Mhm. Podia pour mettre l'information. Pas du tout. Moi, j'ai fait from scratch en 1 heure. J'ai pris une solution qui s'appelle Bubble.io. J'ai créé, j'ai mis ma formation dedans. Les trucs, ils n'étaient même pas alignés, machin. Mais je me suis dit, c'est pas grave, on lance le truc. C'est la valeur qui compte. Et je voulais le lancer absolument, je sais plus c'était quel jour, c'était le 15 mai, un truc comme ça, ou le 24 mai. Et donc, la veille, je crée mon outil de formation en ligne. Comme ça, parce que j'avais acquis 2 ans avant, en fait, des compétences sur Bubble.io, qui est un outil Ok. no-code qui permet de créer Ok. des applications web. Voilà. Donc, la veille, je crée mon truc. Et le 24 mai, je lance la formation. Et je voulais tellement que ça réussisse que ce que j'avais fait avant, quelques semaines avant le 24 mai, j'avais contacté quelques influenceurs LinkedIn qui étaient dans mon réseau que je connaissais et qui étaient mes amis. J'en avais contacté 6 et je leur ai demandé, est-ce que vous pouvez juste faire la pub de la formation le 24 mai et en échange, je vous donne accès à la formation. Voilà. Donc, j'avais contacté une dizaine de personnes, il y en a 6 qui ont accepté. Et donc, le 24 mai, tout le monde fait son post. Ah Et ouais, moi, je fais sympa. mon post. Et c'est la première fois qu'en 48 heures, je gagne là 3 000 € avec la formation, un truc qui est à 100, à 150 €. Ah ouais, donc t'en as vendu, combien ça fait ça? Ouais, 20? ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et là, je me regarde, je fais, ah ouais, d'accord, donc c'est possible de faire ça. On Ah peut se ouais, gaver là. ok, très bien. Et donc là, j'ai passé un cap encore dans mon business.
Et donc, j'ai gardé cette formation. Avant de faire la nouvelle formation que je vends maintenant, cette formation-là, je l'ai gardée pendant presque un an. Beaucoup. Donc, je l'ai vendu beaucoup en mai 2023, de mai jusqu'à juillet 2023. Tu avais que ce Après, produit-là ou tu faisais aussi des accompagnements? non, je continue les accompagnements. Donc tu avais les deux, tu avais Ouais, formation et accompagnement, ok. exactement. Donc, pour reprendre le fil, j'avais le bootcamp Ouais. que j'ai lancé. Et en parallèle, j'avais des accompagnements que j'avais fait aussi, que j'avais lancé parce que par la prospection du bootcamp, il y a Mhm. beaucoup de gens qui n'ont pas pris le bootcamp parce qu'ils voulaient un accompagnement Ouais. perso. Il va être seul, ouais. Voilà. Donc, j'ai essayé des accompagnements perso aussi à ce moment-là. Et donc, ça continue. Ces accompagnements perso. Et je t'arrête là parce que ça t'a donné plein d'informations super intéressantes et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont se poser des questions et je vais te Ouais. les poser. La première, c'est, d'abord j'aime bien parce que tu es vraiment le gars en mode, moi ça me parle beaucoup, en mode, comme on dit, tu sais, MVP, mais en mode je lance et on voit quoi. Mm. Je lance, t'es en mode audace. Et c'est intéressant les manières dont tu vas aussi faire de l'acquisition, des choses toutes bêtes, mais demander à des personnes influentes pour dire, tiens, pousse mon produit au moment où je le sors. C'est tout con, mais voilà, on sait ce que c'est, biais d'autorité, preuve sociale, etc. C'est hyper intéressant. Euh, Ton bootcamp, là je vais rentrer dans le détail de 30 Ouais. secondes, et c'est par Vas-y. rapport à la formation. Bootcamp, donc pour que les gens comprennent bien, et tu me dis si c'est bien ça, du coup il y avait des lives genre une fois par semaine pendant 3 mois, et en Tout à plus fait. accompagnement personnalisé pour chaque personne, et peut-être des ressources en plus, comme je sais pas, une vidéo Tout à fait. ou un template. En général, c'est comme ça que ça fonctionne un bootcamp, en général. Totalement. T'es passé à la formation. Quand tu dis t'es passé à la formation, c'est quoi la différence par rapport au bootcamp? Donc, la formation, c'était en autonomie complète. C'est-à-dire que Ok. j'ai créé des supports de formation, donc des vidéos et des supports texte avec des illustrations. Donc, tout ça, c'était issu de tout ce que j'avais fait pendant le bootcamp. Et j'en ai fait une formation en ligne où là, il n'y a pas de Ok. live, il n'y a pas d'accompagnement personnalisé. C'est juste, tu as accès à Produit une digital. plateforme produit digital. Ok, Exactement. C'est pour super. ça Et que ça combien coûtait tu l'as 150 vendé? euros. À Ça, 150 euros. cent Exact. cinquante euros. Ouais, donc t'es passé par ce produit-là. Ok. Et le bootcamp était plus en high ticket ou ou c'était aussi Le bootcamp, c'était 1000 euros la ouais, place. donc t'es passé. Ok, produit digital. Ok. Ouais. Et en même temps, tu faisais accompagnement personnalisé. Hmm. Comment tu et aujourd'hui, c'est toujours ce modèle-là, formation que tu as amélioré et que tu as changé, plus accompagnement. Alors oui, donc là aujourd'hui ça a quand même pas mal changé parce que la formation, c'est plus une formation où en sens produit digital tu es autonome, c'est tu as une partie en autonomie et tu as Hybride. des masterclass où Ouais. toutes les 2 semaines où je réponds à toutes les questions de mes apprenants. Très bien, en hybride. Et tu fais aussi du personnalisé dans cet accompagnement-là Donc collectif ou pas? certains de personnaliser parce qu'ils ont pris l'option avec l'accompagnement personnalisé, en tout cas Ouais. avec la séance de consulting, c'est plutôt ça. Et j'ai une offre complètement différente qui va être l'accompagnement. Donc il y a des gens qui Ok. passent pas par la formation, qui veulent juste un accompagnement de A à Z personnalisé, one-one. Ouais, Donc super. ça, ils l'ont. Donc aujourd'hui ça coûte 3000 euros. Ok. Donc, c'est un accompagnement que j'ai. Ok, super. Ah, j'aime bien le format. Ok, donc tu rentres un peu par la formation et éventuellement tu prends l'accompagnement pour aller plus Tout loin. à fait. Et la formation, celle-là, elle a combien aujourd'hui? Donc, la formation aujourd'hui, elle est à 600 euros, Ok. 597 pour être Ok. précis, qui est une formation aujourd'hui complètement différente parce que déjà, entre l'année dernière et cette année, j'ai intégré l'IA, par exemple. Donc, il y a Ok. beaucoup d'intelligence artificielle dans la formation pour t'aider notamment à trouver ta cible, à la définir, pour t'aider à trouver des idées de contenu, pour t'aider à rédiger du contenu, à prospecter. Donc là, maintenant, il y a ça. Il n'y avait pas du tout ça avant. J'ai plein d'outils aussi. Il y a plein d'outils qui sont arrivés sur LinkedIn bah, pour aussi trouver ses clients. Donc, je pense par exemple à des outils comme Favicon. Donc, Favicon, qui est un outil qui permet en fait de voir par niche business qui sont les créateurs les plus influents, de voir les Ok. posts qui ont le mieux marché. Et donc, ça, on l'utilise aussi pour trouver des clients. On a le Sales Navigator maintenant que moi, j'ai un peu, je sais pas comment trouver le terme, mais c'est que j'utilise mon Sales Navigator pour trouver les clients de mes clients. Donc, ils ont accès à ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas juste une Trop formation, cool. c'est que les gens qui prennent la formation, moi et mon équipe aujourd'hui, on leur crée des listes de prospects. Avec le Ah, Sales ça, c'est Navigator, intéressant, avec le ça. Favicon, avec Google. En fait, ils arrivent, ils n'ont pas juste une connaissance, on leur donne aussi toutes les ressources, les listes de prospects, etc. On fait même un benchmark de leurs concurrents, de leur secteur d'activité pour qu'ils connaissent leurs concurrents, pour qu'ils connaissent les personnes les plus influentes dans leur domaine. Et avec ça, ils ont les bonnes bases pour Hmm. commencer à trouver leurs clients et développer leur business. Ouais, c'est super intéressant ça. Du coup, ce que je comprends bien, c'est que les personnes qui viennent chez toi, ils ont déjà leur positionnement, déjà leur cible, déjà leur offre. Toi, tu arrives Tout un à peu fait. sur maintenant, on va te faire scale, enfin, on va te faire trouver des clients ou l'objectif qu'il veut, parce que tu as des méthodes qui, par ailleurs, je trouve ça super intéressant. Super intéressant. C'est bien ça, hein. Ils sont déjà. C'est pas Exactement. solopreneur qui débute, quoi. Non, le CD-Pro qui est débutant, je le prends pas parce que justement, les méthodes vont pas marcher. Il Ouais, faut bah oui. vraiment qu'il y ait une offre qui soit en place. Hmm. Et même avant l'offre, surtout, c'est la cible. Parce que parfois,
On peut avoir des gens qui n'ont pas encore une offre qui est tout à Exact, fait établie. Ils exact. tâtonnent encore un peu, mais ils savent très très bien qui ils ciblent. C'est-à-dire que, Hmm. OK, ils ont déjà eu ça comme client, etc. Et ils savent que c'est cet avatar-là qui va convertir. Et donc, ça, on prend aussi parce que, bah, justement, ils vont affiner leur offre en fonction, en faisant la communication, en allant parler à leur cible, en allant convertir plus. Et donc, ça, on peut prendre, mais le débutant qui est zéro, qui n'a pas d'offre, qui ne sait pas où il va, qui n'a pas de cible, ou qui dit, bah non, je cible tout le monde, etc., moi, je le prends pas. Ok, très intéressant. Super intéressant. Il y a deux choses sur lesquelles je veux aller. La première, on va aller tout de suite. Tu as dit tout à l'heure, tu as dit, j'ai bien aimé, on va pas se mentir, sur LinkedIn, je vends. Je sais plus comment tu l'as dit, mais Ouais, tu avais c'est ce ça. côté-là. Moi, j'aime bien. Tu veux préciser cette pensée-là et puis l'appuyer et dire pourquoi tu as dit ça? J'ai dit ça parce que sur LinkedIn, beaucoup de gens s'offusquent quand on vend. Je vais te partager une anecdote, moi, qui m'a révolté Ok, ces derniers mois sur LinkedIn. C'est une créatrice que beaucoup de gens connaissent, que moi j'aime bien, qui s'appelle Lina Ramen. Elle fait des challenges LinkedIn. ouais, je vois bien. Simple. Donc, La à un moment, fraise, elle a fait... la fraise de Ouais, Lina. la fraise, Lina, voilà, ramène ta fraise. Voilà. Et à un moment, elle fait un challenge. C'est pas le dernier, c'était l'avant-dernier ou l'avant-avant-dernier. Elle fait un challenge où elle a précisé dans sa bannière, on ne vend rien à la fin. Et je peux te dire, ça m'a scandalisé parce que je sais très bien pourquoi elle a écrit ça. Surtout Mais qu'elle je vend à sais la très... fin. Non, non, mais surtout, non, le pire, c'est qu'elle n'a pas vendu à la fin. C'est ça le pire. C'est-à-dire que elle a été obligée d'écrire ça parce que à chaque fois qu'elle fait un challenge, Ah, il y a Nina, des gens qui vont elle se la. fait attaquer parce qu'elle se met en avant et parce qu'elle vend. Donc, j'aimerais rappeler quelques petites réalités quand même ici Ouais, et que je rappelle souvent sur LinkedIn. Les entrepreneurs ne sont pas des associations. Quand on fait des actions, c'est parce que aussi on a besoin et surtout on a besoin de développer notre business. Nina et d'autres personnes qui font des challenges mettent des semaines à préparer le challenge. Elles c'est long. accompagnent des milliers de personnes. C'est des personnes qui, sans le challenge, n'auraient jamais, il faut vraiment se rendre compte, n'auraient jamais osé se lancer sur LinkedIn. On n'y pense pas, mais en fait, la majorité des gens sur LinkedIn sont silencieux et Bien n'osent sûr. pas se lancer. On pourrait peut-être reparler de ça plus tard, mais il y a plein de raisons qui font que les gens restent silencieux et des fantômes. Mais là, c'est un challenge, elles donnent tout à 300%, elles ne dorment plus. Et dès qu'elles se mettent en avant, que les challenges leur apportent un peu d'argent, tout le monde s'offusque. Mais non, c'est tout à fait normal. Donc oui, moi je le rappelle, parce que moi je suis aussi connu pour donner énormément de valeur dans mes carousels, je partage beaucoup de tips, etc. Les gens ont l'impression que je fais que ça. Mais je vais arrêter tout le monde. Si jamais ces actions ne me rapportaient rien, j'arrêterai de les faire. Ouais, bien Parce sûr. qu'au bout d'un moment, ce ne serait pas viable pour moi. Donc oui, mon premier objectif sur LinkedIn, c'est de vendre. Mais comme je te disais, je me suis rendu compte que c'est en apportant autant de valeur sur LinkedIn qu'on crée un lien avec son audience, qu'on crée de la confiance, qu'on crée de la désirabilité et que les gens, en fait, l'achat devient tout à fait naturel. Je pourrais te raconter l'histoire de mon challenge qui avait lieu en juillet que beaucoup de gens ont vu sur LinkedIn, j'ai littéralement pris une problématique. Donc, comment trouver sa cible sur LinkedIn, et j'ai tout dit. Donc, même des choses que je disais à mes accompagnements payants à 3 000 euros, je l'ai dit pendant le challenge, et à la fin, bah, j'ai vendu, j'ai fait mes meilleures ventes de ma vie. Tu vois? Et Mhm. parce que, en fait, les gens, ils étaient là, mais c'est pas possible. En fait, déjà, j'ai répondu à tout le monde en direct, il y avait 300 personnes, j'ai répondu à tout le monde, toutes les questions en direct, et on a pris tout le monde a pratiqué en direct dans ce live. Parce que j'ai fait exprès de mettre en place tous les outils pour que ce soit pas juste descendant, mais que tout le monde, en fait, puisse utiliser mes méthodes, les personnaliser en direct, notamment avec l'IA. J'avais fait de l'IA et tout, c'était incroyable. Et les gens avaient personnalisé les méthodes en direct pendant le live, et avaient appliqué pendant le live, et même avaient trouvé des prospects pendant le live. C'était du jamais vu sur LinkedIn. Et donc, à un moment, on m'a dit, mais j'ai une amie qui m'a dit, mais non, mais c'est trop. Moi, derrière, j'achète pas quand il y a ça parce que tu m'as déjà tout donné. J'ai fait, mais non, justement, c'est parce que j'ai tout donné que derrière, les gens vont aller acheter. Justement. Parce qu'ils ont vu, ils ont goûté la valeur, ils ont goûté le résultat que je peux leur apporter. Ouais, bien sûr, mais 100% d'accord. Et c'est super. D'abord, c'est important de le dire. Évidemment qu'on est là pour vendre, on est entrepreneur, on est une entreprise, on a un impact économique et social. Et qui dit impact économique et social dit avoir des rapports économiques. Tout Et à ce fait. qui est important et ce qu'il faut rappeler, c'est que souvent ce que les gens comprennent pas, c'est que oui, il y a des stratégies marketing qui font que dans le message, on dit pas tout de suite, venez comme ça à la fin, je te vends. Mais c'est une question de stratégie marketing. Tout à fait. On va donner, mais oui, peut-être qu'on peut vendre à la fin, mais on va donner, vous allez quand même recevoir. Et si on vend, c'est normal, ça fait partie d'une stratégie plus globale. Tout à fait. Merci de le rappeler, merci de le dire avec autant Ouais. de fluidité, et c'est simple et c'est OK, et je pense que tout le monde le comprend. Deuxième chose, comment on crée du contenu sur LinkedIn? Elle est longue celle-là, hein. Ah ouais, elle est longue, hein. Comment créer du contenu sur LinkedIn? Eh ben moi, la première chose que j'ai envie de dire, c'est ne commencez pas par créer du contenu. Ne commencez pas par appuyer sur publier. Ce Ok. sera mon premier conseil. La première chose, c'est bah, de se dire, de se demander pourquoi je suis là. Pourquoi je suis sur LinkedIn aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire sur LinkedIn?
Qu'est-ce que je souhaite que LinkedIn m'apporte? Mhm. Objectif. C'est la base de tout. Pourquoi je suis là? Yes. Déjà, si on le pose, ça va déjà nous donner la motivation de passer à l'action. Peu importe c'est quoi l'action. Prospecter, créer du contenu, peu importe. Première chose. Deuxième chose, ça va être, OK, parfois on est bloqué sur le contenu parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on veut proposer. Donc, de clarifier. Clarifier son offre. On en parlait tout à l'heure. Clarifier sa cible. Parce que le troisième pilier, c'est quoi? C'est à qui on s'adresse. Donc, la cible, tout simplement. À qui je vais m'adresser? On pose ça au clair. Quatrième point, du coup, c'est OK, maintenant j'ai clarifié ma cible et je vais la connaître. Donc, on peut faire des interviews cibles, on peut aller interroger ses clients, on peut aller interroger ses prospects et on va commencer à noter. Parce que ce qu'ils vont nous donner, les verbatims là qu'on a, ça va être des sujets, ça va être des idées. Donc, on va prendre tout ça. Cinquième point, donc on a pris des idées chez les autres, chez les gens, chez notre cible par exemple. Maintenant, on va les prendre chez nous. C'est-à-dire que nous, on a une expertise. Si vous êtes là aujourd'hui, vous avez servi un client et des gens qui sont satisfaits autour de vous, vous avez une légitimité sur LinkedIn. Ça, direct, je peux vous le dire. Donc, racontez votre expérience, racontez ce que vous faites au quotidien, racontez la valeur que vous apportez. Dès que quelqu'un vous dit, ah, c'est génial ce que tu viens de me dire, je n'y avais pas pensé. Quand vous apportez un résultat à un client, vous le notez. C'est de la valeur, comme ça va alimenter vos idées. OK. Sixième point, ça va être quelles sont les similitudes que j'ai, moi, en tant que personne et en tant que professionnel, quelles sont les similitudes que j'ai avec ma cible? Parce qu'il y a un truc magique sur LinkedIn, c'est que les gens réagissent à des choses qu'ils comprennent, à des choses auxquelles ils s'identifient, à des choses auxquelles ils ont vécu, le Mhm. vécu. Donc, ils ont vécu la même chose, ils vont liker. Donc, on va écrire dans un tableau bah, tout ce qui me lie avec ma cible. Donc, par exemple, on va prendre un truc tout bête. Je suis une femme et ma cible, c'est des femmes. Le lien, c'est on est des femmes. Donc ça, rien que ça, c'est un point. Et c'est pour ça que vous voyez beaucoup d'experts en copywriting qui vont aller sur ce sujet-là, de parler des femmes, de la place des femmes, etc. Parce qu'elles ont une cible féminine, des entrepreneuses. Et c'est rien que ça, rien que ce type de poste, qui n'est pas un poste expertise, eh ben, ce poste va attirer des femmes. Et dans ces femmes-là, il y aura leur cible. Donc, tous les points communs avec ma cible. Je te donne mon exemple. Mhm. Moi, par exemple, dans mon histoire, j'ai été salarié avant et j'ai démissionné pour entreprendre il y a 3 ans. Et bien Mhm. rien que ça, c'est un point commun que j'ai avec ma cible. Ma timidité, le fait que j'ai combattu ma timidité et qu'aujourd'hui, j'ai plus confiance en moi. C'est un point commun que je vais pouvoir raconter. Je vais le storyteller. Et rien que ça, c'est pas un poste expertise ou c'est pas un sujet d'expertise, mais ça va attirer une partie de ma cible. Donc, les similitudes. Et une fois qu'on a ça, on a une ligne éditoriale qui se dégage. Ok. Elle n'est pas encore finalisée, mais elle se dégage. Parce qu'on va avoir les postes qui sont grand public, on va dire. Donc, c'est ces types de postes-là dont je parle. Et on va avoir les postes qui sont un peu plus faciles à faire, mais qui sont moins visibles. Ce sont les postes expertise. Donc là, vous allez raconter votre expertise, vous allez donner des conseils, faire des témoignages, etc. Une fois que vous avez ça, il ne faut pas se poser 36 000 questions. Il faut écrire votre premier poste, il faut publier. C'est pas Mhm. grave s'il n'est pas parfait. Vraiment. Ouais. C'est pas grave si les phrases sont longues, si vous faites des pavés, etc., etc. Non, juste publier. Et en fait, vous allez vous améliorer au fur et à mesure. Ok. J'aime Moi, bien. je peux vous le dire, hein. J'ai pris Ouais. 3 semaines avant d'appuyer sur le bouton publier. Ah Mon ouais? poste, il était prêt. Et pendant 3 semaines, j'étais en train de le modifier. Ah non, là, c'est pas bon. Ah non, mais est-ce que je dois dire ça? Ah, mais non, en fait, je vais enlever ça. Non, juste, on appuie et on y va. Ouais, et je rappelle qu'aujourd'hui, tu as, plus de 15 000 abonnés, tu vends des Voilà. formations, etc. Donc, merci, super, enfin, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Euh, qu'est-ce que tu penses, parce que moi, je le vois de plus en plus, et je pense que toi aussi, même plus que moi. Mhm. Qu'est-ce que tu penses de ChatGPT dans la création de contenu? C'est un super outil, ChatGPT, Ok. aujourd'hui. Euh, En plus, je sais pas si les gens ont remarqué, mais il y a une évolution, je trouve, hein. ChatGPT, il y a un an, moi, j'ai essayé de la création de contenu. C'était pas mal. Franchement, c'était bien, mais on sentait toujours dans le texte, hein, et pourtant, les prompts, j'en ai fait, je les ai travaillés. Dans le texte, c'était compliqué. On sentait que c'était une IA. Aujourd'hui, si on fait vraiment les bons prompts, eh, on n'est pas loin d'avoir des bonnes performances. Donc déjà, en termes de Mhm. performance, je suis d'accord. Je suis assez satisfait. Maintenant, il y a le côté humain, le côté ChatGPT. Est-ce que, éthiquement, on peut l'utiliser? C'est Mhm. un outil. Bien sûr. ChatGPT, il n'est pas mauvais. C'est un outil. C'est-à-dire, c'est la manière dont on l'utilise qui est importante. Et comme les outils qu'on a utilisés hein, pour automatiser, par exemple, hein, parce qu'on doit envoyer 100 messages et tout, et ben, comment on utilise ChatGPT pour nous aider? Et aujourd'hui, pour générer de l'idée, pour faire du brainstorming, pour nous apporter des éléments. Moi, je l'utilise par exemple pour avoir des éléments pour mes carousels. Ouais. Dire que je parle d'un sujet et j'aimerais avoir plus d'exemples. Et j'arrive pas à en trouver moi-même. Ouais. ChatGPT, Ouais. notamment. Donc, ChatGPT, c'est un super outil
que je recommande à tout le monde qui fait du contenu. Et non, ça ne va pas dénaturer votre contenu. Non, ça ne va pas vous rendre moins authentique parce que justement, vous allez l'alimenter avec vos propres éléments, ChatGPT. Et derrière, ce qui va se passer, le résultat, bah, vous allez regarder et vous allez ajuster, vous allez adapter. Parce que généralement, encore aujourd'hui, on ne prend pas comme ça un résultat de ChatGPT, on ne fait pas copier-coller. Généralement, il faut quand même regarder un peu, repasser C'est ça derrière. qui est important de préciser. Ouais. C'est Je très pourrais, important. ce que tu précises, c'est hyper, j'aime beaucoup ce que tu dis parce qu'effectivement, ChatGPT, faut pas s'en offusquer, ça fait partie du panorama et l'utiliser, c'est rentrer dans le jeu actuel et c'est très bien. Mais savoir prompter, savoir Exactement. analyser ce qu'il nous dit et savoir se dire qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je garde, parce que c'est hyper chouette et on le prend tous. Et de temps en temps, on voit bien qu'il y en a qui l'utilisent en mode copier-coller et c'est dommage, ça les dessert. Et on voit bien avec Ouais. les toujours 5 clés pour et les 5 c'est toujours les mêmes un 2 3 4 5 enfin bref, peu importe. Mais ok, donc super. Et allons un peu plus loin dans l'anatomie d'un poste, juste un truc, parce qu'il y a un truc Ouais. que tout le monde sait, tout le monde connaît, mais qui est dur, c'est Mhm. la phrase d'accroche. Ouais. Comment tu fais une phrase d'accroche, toi? Alors, c'est drôle parce que j'ai l'impression de faire le cours chaque semaine sur comment faire une phrase d'accroche, Mais c'est le truc. parce que c'est le plus dur, Et en ouais. vrai. Et on imagine des montagnes sur la phrase d'accroche. Mais la phrase d'accroche, déjà, une phrase d'accroche, c'est pas quelque chose qui est flou, c'est quelque chose qui annonce un Ouais. poste. Vous annoncez un sujet. Déjà, si les créateurs annonçaient juste la thématique de leur poste, déjà, ils feraient mieux que 99% des gens qui Ok. essayent de faire du mystère, du storytelling, du machin. Non, une fois, j'étais en train de coacher quelqu'un qui devait se lancer sur LinkedIn. Elle commence à me dire, moi, un jour, j'étais dans un champ pour... Non, c'est un poste pour te lancer sur LinkedIn. Commence pas à me raconter tes histoires dans les champs. Tu veux dire que tu veux te lancer sur LinkedIn. Mais non, parce que... Elle dit, mais non, je vais commencer par une situation initiale. Oublie la situation initiale. Dis juste l'information Je me la lance plus sur importante LinkedIn. du poste. Donc, premier conseil, vous prenez tout votre poste. Il n'y a pas Mm. d'accroche encore. Vous prenez tous les éléments de votre poste. Vous prenez l'information la plus importante du poste. Vraiment la plus importante. Par exemple, je me lance sur LinkedIn, ou je viens de recruter, ou je viens de sortir l'épisode de mon podcast, peu importe. Hop, vous mettez ça en accroche, déjà. Rien que ça. Ouais. Déjà, si vous faites ça, vous faites bien. Ouais. Ensuite, deuxième chose, c'est que on essaie toujours d'être hyper concret et spécifique dans une accroche. Oubliez tout ce qui est fou. Mm. Parce qu'il faut créer des images mentales dans la tête des gens. C'est-à-dire que, je vous rappelais il y a 5 minutes, hein, je disais, les gens s'identifient aux autres sur LinkedIn et c'est pour ça qu'ils like. Et ben, dans votre accroche, il faut qu'on arrive à s'identifier, il faut qu'on arrive à se reconnaître. On arrive à se dire, ah mais oui, mais moi aussi j'ai vécu la même chose. Ah bah moi aussi je pense à la même chose, au mot près, tu vois. Donc, il faut être hyper spécifique dans ces accroches, Mm. pas flou. Ouais. Déjà, ça, pour moi, c'est les deux règles les plus importantes. Ensuite, effectivement, il y a des techniques. Là, maintenant, on peut rentrer dans la technique. C'est-à-dire, OK, il y a des techniques pour susciter plus d'engagement, pour faire cliquer sur le fameux voir plus. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Si les gens maîtrisent les deux points. Donc, par exemple, il y en a qui vont faire de l'opposition. C'est-à-dire que moi, j'aime bien la critique du contraste. Par exemple, en 2021, donc plutôt en 2013, je me suis effondré en classe, sur scène. En 2023, j'ai fait une conférence devant 20 personnes. Ça, c'est Ouais. le contraste. Ouais. Les gens, ils aiment bien ça. Vous pouvez partager une anecdote personnelle qui est en lien avec votre sujet. Donc, la première phrase sera littéralement votre anecdote personnelle. Donc, au lycée, ma professeure m'a dit que j'étais nul en orthographe. Aujourd'hui, je suis copywriter. Boum, Ouais. une anecdote personnelle. Voilà, ça, les gens, ils aiment bien, cette Mm. anecdote personnelle. Vous allez avoir la statistique. Vous pouvez donner une statistique, si vous faites un sujet comme ça qui est assez rationnel, vous pouvez donner une statistique sur le sujet. Donc, par exemple, il y a souvent les sujets sur les managers ou les RH. 90% des managers sont mauvais, par exemple. Boum. Vous Ouais, il y a le pouvez... côté un petit peu client là qui est sympa là. Voilà. Ça, c'est parce que j'allais faire la transition sur le quatrième point, c'est le côté clivage. C'est-à-dire Eh que oui. vous pouvez être clivant. Alors, moi, j'enseigne jamais aux gens d'être clivants pour être clivant. Déjà, je dis, si vous voulez être clivant, entre guillemets, soyez clivant sur des choses que vous pensez réellement. Ouais, ouais, Il y t'assumes a... quoi. Voilà, t'assumes. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils essaient d'être clivants pour faire le Mm. like, etc. Mais non. Non. Après, dès qu'on va le ramasser en commentaire, ils vont être là. En fait, je vais supprimer mon post, c'est mieux. Désolé. Euh, désolé. Donc, non, non. Sur des choses, déjà que vous maîtrisez et surtout que vous pensez. Vous pensez. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'authenticité, ben là, on y est. Donc, Ouais. clivage, moi je n'utilise pas souvent le mot clivage, mais plutôt prenez des opinions sur lesquelles vous allez à l'encontre un peu de la société, Ouais, 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 ouais. qui sont pas Je vois. forcément des clivages en soi, mais qui sont des opinions un peu divergentes, pour Ah, le ouais, coup, je vois. et J'aime qui bien. peuvent être positives, hein. Par exemple, Oui, bien sûr.
Je vois dans le monde du recrutement, j'adore beaucoup ce type de poste. Par exemple, il y a certaines personnes qui vont dire, ben voilà, moi j'ai recruté quelqu'un en 5 minutes sans regarder son CV. Hmm, Ça, c'est une opinion divergente par c'est rapport à vrai. ce qu'on pense du recrutement. Le recrutement, on pense souvent, on regarde le CV, on fait l'aide de motivation, il y a 5 entretiens. Donc, bah non, premier entretien, sans CV, je l'ai embauché 5 minutes. Voilà, Hmm, ça, c'est votre phrase d'accroche qui va aller à l'encontre, en fait, de hmm. ce qui est normalement établi dans votre secteur. Comment tu fais pour savoir tout ça? C'est quoi, qu'est-ce qui fait? C'est quoi? C'est l'expérimentation, c'est des lectures, c'est des formations, c'est quelque chose que tu aimes bien faire et donc c'est facile. Comment tu fais? Parce que c'est pas tout le monde y arrive. Déjà, c'est ma passion, numéro un. Ok, ta passion. J'adore. En fait, je me suis rendu compte que j'adorais raconter des choses, des Ah ouais, histoires. ok. J'adore ça, en fait. Et LinkedIn, je sais pas comment je suis tombé dessus, mais je dis merci vraiment. Mais LinkedIn, ça me permet ça. Ça me permet de faire du storytelling. Ça me permet de raconter ce que je vis, etc. Donc déjà, j'ai cette passion et j'adore lire, en fait, les histoires des autres. Parce que Ok. ça m'inspire, parce que je vois exactement quelle méthode ils utilisent pour raconter. Donc moi, je suis toujours, en fait, quand j'ai un post, je ne fais pas que le lire. Hmm. J'analyse la structure, j'analyse Ah l'accroche et ouais, tout. Et il y a plein d'informations qui fusent dans ma tête. Donc déjà, c'est une passion que j'ai. ok. Moi, je passe littéralement à mes soirées à lire des posts LinkedIn. Ah ouais? Vraiment. Ouais, pas tous les soirs, mais je le fais presque tous les soirs. T'aimes Je suis bien parce là, je que... suis dans mon lit et tout, je scrolle, même pas parce que j'ai envie de liker ou quoi que ce soit. Parfois, je ne like rien du tout. Je suis là en train de scroller, de regarder. Ok, ah, ce post, il est bien et tout. Ah, j'adore comment il est Ouais, écrit. d'accord. Je vais retenir ces stratégies. Je vais retenir pour te dire à quel point ça va loin. Parfois, le soir, même quand je dis le soir, c'est par exemple à minuit, hein. Je suis là en train de scroller sur mon téléphone. Je vois un post qui a fait 1000 likes et tout. J'attends, pourquoi il a fait 1000 likes celui-là? Là, je commence à regarder les structures de copywriting, comment il a écrit son post. Je fais, ah ouais, c'est quand même bien écrit ce truc, hein. Donc là, je commence à enregistrer, je commence à enregistrer le post. Je le mets dans ma base de données. Je fais, attends, je vais l'analyser plus tard, ce post-là. Il est intéressant. J'ai envie d'écrire pareil, moi aussi. Mais, Donc, mais, mais tu sais que ça, juste arrête là, ça c'est un truc que pas beaucoup de gens font, mais si on faisait tout ça, bah ouais, ça marcherait bah aussi, oui. une technique, hein. Mais pardon, Bah je t'ai voilà. coupé. Non, mais c'est ça, mais c'est vraiment ça. Donc déjà, là, j'ai un unfair advantage qui est énorme, c'est que Ouais, je peux faire ça comme un t'adores hobby. ça. Ouais, t'adores Littéralement, ça. j'adore ça. Deuxième chose, du coup, qui rejoint un peu la première, c'est que je consomme beaucoup. Ça, pour le coup, les gens peuvent le faire. C'est que plus vous consommez du contenu, plus, en fait, vous allez comprendre les mécanismes derrière les contenus. C'est naturel. Votre cerveau, au bout de 100 posts lus, il va commencer à voir un peu les choses qui se ressemblent. Vous allez commencer à intégrer par vous-même certaines choses. Donc, lire du contenu, même sans l'analyser, juste en lire, ça permet de progresser. Hmm. Rien que ça. Et ensuite, bah, moi, la chose qui a fait que j'en suis là aujourd'hui, c'est que j'ai quand même formé, accompagné des centaines de Ouais, ben personnes. voilà, bien sûr, moi aussi. En fait, j'ai dû faire un truc, j'ai dû faire de la pédagogie. Hmm. Et c'est complètement différent que de juste faire pour soi-même. Quand tu dois l'expliquer à d'autres, c'est pas du tout la même chose. Parce que là, pour le coup, tu te replonges, tu vas expliquer, tu vas essayer justement de rationaliser ce que toi, peut-être, tu fais un peu plus naturellement. Et là, en fait, déjà, ce que tu as compris, tu vas le voir différemment parce que tu es en mode bah, professeur, en mode pédagogue. Moi, j'invite vraiment, si vous voulez vraiment apprendre une notion, devenir expert dans un domaine, juste ne l'appliquez pas que à vous, enseignez-le. Enseignez-le, en Ah neurosciences, ouais, ça marche beaucoup, ouais. vous allez Effectivement. voir que c'est complètement différent. Ouais. Donc moi, c'est ça aussi qui a beaucoup joué. Ouais, non, mais ouais, mais je pense que l'ingrédient numéro un, il est déterminant. Le Ah fait ouais, que tu sois passionné, parce que ah ouais. moi, j'en lis des trucs aussi. Hein, tu vois, ça fait Mm. 3 ans aussi que je suis sur LinkedIn. Je suis pas aussi talentueux que toi, tu vois. Et pourtant, tu vois, quand je lis le truc, j'ai pas. Toi, c'est intéressant ce que t'as dit. T'as dit un peu à la méthode d'un ingénieur. Mon cerveau, il Mm. se met à connecter, il voit des choses. Tu vois, genre la structure, enfin tout ce que t'as dit. Moi, je l'ai pas, ça. C'est que c'est pas ma passion. Mais toi, Mm. c'est ton truc. Et je pense Ouais. que c'est l'ingrédient numéro un. Ça se sent, ça s'entend quand tu dis, enfin voilà, c'est là les accroches que tu nous as dit, en 2 secondes tu les sors, il y en a, ils mettent, moi le premier, enfin Mm. ils mettent du temps pour sortir un truc qui est la moitié de ce que tu as dit, alors que c'est simple. Et j'aime bien le côté littéral quand tu dis Ouais. les accroches. Soyez littéral, quoi. Si tu vas marcher dans la rue et que tu rencontres quelqu'un, bah dis que tu vas marcher dans la rue, tu as Ouais, rencontré quelqu'un. exactement. Et c'est ça. Et c'est ça qui est C'est ça. intéressant. Ouais. Et qu'est-ce que Exactement. j'aimerais te questionner sur un sujet parce Mhm. que d'abord première question préliminaire, tu passes combien de temps sur LinkedIn? Donc là, actuellement, je passe 3 heures par jour sur LinkedIn. 3 heures par jour, ok. Ouais. Ok, intéressant là aussi. C'est 3 heures par jour. Pour certains, c'est beaucoup. Et en même Ouais. temps, c'est que 3 heures par jour pour En même vendre ce que temps. tu vends. Et voilà. Tout à fait. Mais c'est Tout important à de le dire. fait. Deuxième chose, qu'est-ce que tu penses du piège de dopamine qu'on voit tous sur les réseaux sociaux, qui est la course au like, la course à la surenchère, au mensonge. En tout cas, c'est pas mensonge, mais j'habille la réalité pour.
Bon, voilà, je vais pas trop faire le tableau, mais qu'est-ce que tu penses de tout ça, dans lequel on est tous tombés, on tombe tous dedans? Qu'est-ce que tu en penses et comment on fait pour sortir de ça? Qu'est-ce que j'en pense? C'est que c'est assez inévitable comme piège parce que justement, il y a les autres. Ouais, C'est-à-dire que on voit d'autres posts, on voit d'autres créateurs et on se compare, forcément. Donc, à un moment, on est obligé de jouer au jeu, on est presque obligé de rentrer dans ce théâtre géant que sont les réseaux sociaux, d'une manière ou d'une autre. Et ça se matérialise de plein de façons différentes. Il y en a, ils vont commencer à faire la course au like, tu l'as dit. Donc, ils vont commencer, en fait, à raconter des choses, à essayer de faire le buzz et complètement s'éloigner de leurs objectifs business. mm, Ça, c'est quelque chose. Il y en a qui vont commencer à s'inventer une vie. C'est-à-dire qu'ils vont commencer même pas à habiller la réalité, ils vont commencer à dire n'importe quoi sur ce qu'ils font, c'est-à-dire c'est même pas la réalité. Donc ça ouais, arrive. Il y en a d'autres qui sont plus modérés, on va dire, ils vont juste habiller la réalité, ils vont exagérer certaines choses, etc. Ça, on le voit beaucoup sur LinkedIn. Et il y en a, moi, ce sont mes préférés, qui sont en complète dissonance. C'est-à-dire que ils vont te dire un truc sur les réseaux. Donc, par exemple, moi, les likes, ça m'intéresse pas. mm. Et en privé, en Tu fait, disais, c'est ouais. des obsédés des likes. Vraiment. Et ça, je peux vous le dire, ça arrive presque à tout le monde. Ouais, Même moi, ça m'est arrivé, pour le ouais, dire. c'est normal. Ouais. Moi, déjà, il y a 1 an et demi, hein, c'était là en mode, si on me posait la question, dans les likes, je disais, non, mais les likes, c'est bien, mais c'est quand même pas la première métrique. Et en message privé, j'envoyais à mon ami, mais là, je comprends pas. Je fais moins d'impressions que d'habitude. Non, mais attends, je crois que les impressions, tu vois. Il me l'a dit, tu vois. Et donc, ça, c'est parce que LinkedIn, les réseaux sociaux, ils déclenchent de la dopamine. Et la dopamine, en fait, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas 36 000 manières de l'activer. C'est via les likes, c'est Ouais. via les impressions, les vues, les abonnés. C'est simple, parce que c'est des choses simples à voir. C'est à l'œil nu. C'est en 2 secondes, on voit, OK, tu as fait 100 likes, tu en as fait 10. Moi, j'ai déjà fait un classement là. Ouais. 100, c'est plus crédible que 10. Alors que la personne, c'est même pas un créateur de contenu, c'est même pas un influenceur, il est même pas dans la com. Eh ben non, on va quand même prendre ça pour un élément de preuve sociale et de crédibilité. Et donc, les gens le savent inconsciemment. Les gens sont pas bêtes hein, sur LinkedIn et dans les réseaux sociaux. Ils savent très bien que s'ils ont 20 000 abonnés par rapport à 2 000 abonnés, eh ben, bizarrement, il y a plus de gens qui vont les trouver crédibles. Et en fait, le truc, c'est que même en le sachant inconsciemment, comme on le sait inconsciemment, et ben du coup, on fait cette course. Ouais. Et c'est vraiment, et je le dis, quand quelqu'un dit sur les réseaux sociaux, non, mais moi, je fais pas la course au like et tout, c'est faux. C'est faux. Et ça pourra faire une bonne accroche, ça. Je fais la course au like et Ouais, alors? mec. Et alors, voilà. Voilà. Mais en fait, vous savez pourquoi c'est faux? Parce que là, le post qu'il est en train de faire, justement, c'est un post pour faire plus de vues que Et oui, d'habitude. exactement, exactement. Voilà. Et je peux vous le dire, j'ai fait ça, de toute façon. Donc, je peux vous le dire très, très sincèrement. Et il y a des gens que j'adore, que j'admire, même sur LinkedIn, et qui font ça de temps en temps. Mais c'est humain. C'est juste pour dire, moi, voilà, je vais pas, je jeter la pierre sur personne, parce que moi, ma conclusion de tout ça, c'est que c'est humain. C'est normal. Ouais, Et c'est donc, normal. c'est pour ça que je vais répondre à ta deuxième question, Mm. c'est comment on en sort. Eh bien, on fait la technique dont on parle depuis le début, la technique des petits pas. C'est de Ouais. dire, OK, demain, qu'est-ce que je peux faire pour pas être dans cette course au like, en tout cas, pour l'être moins. Mm. Bah, par exemple, c'est d'aller chercher ce sujet dans votre panier éditorial. Là, vous vous dites, non, mais lui, je sais qu'il va pas buzzer et tout. C'est un sujet un peu trop niché ou un sujet trop expertise, machin. Vous prenez ce sujet-là, vous le publiez. Mm. Voilà. Ça, déjà, ça va vous montrer que vous pouvez publier ce genre de choses, que même si ça fait moins de likes, et encore, on n'est pas sûr, parfois il y a des sujets qui vont vous étonner, eh ben, c'est OK. Votre journée va très bien se passer. Et parfois, vous faites moins de likes, mais vous avez plus de leads. Ah bah tiens, en fait, c'est ça que je cherchais moi depuis le début. Moi, je suis parti d'un course au like et moi à la course au lead. Mm. Donc, des choses comme ça. C'est des petites actions. Parfois, ça va être juste, parce qu'il y a une autre addiction, on n'en a pas parlé, mais c'est l'addiction de l'omniprésence. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent, OK, si je quitte LinkedIn même 3 jours, c'est fini. C'est fini, Oui, j'ai c'est plus vrai, c'est vrai. d'audience, j'ai plus de communauté. T'as raison. Non, en fait, si tu es dans ce cas-là, fais un truc simple, tu coupes LinkedIn pendant une semaine. Mm. Allez, pendant 3 jours. On a dit 3 jours. Tu coupes 3 jours, tu verras, il va rien se passer. Vraiment. Tu vas revenir le quatrième jour, tout le monde sera encore là et tout va bien se passer. Je te le dis parce que moi-même, j'ai pensé ça. Et moi, je ne pensais Ouais. pas ça sur 3 jours, hein. Moi, j'ai dit, ah ouais, si je poste pas demain, c'est chaud quand même. Et ben, le lendemain, j'ai pas posté C'est un et passé. il s'est rien passé. Voilà. Donc, des petites actions toutes simples qu'on met en place. Moi, par exemple, avec mes clients, je peux te dire, hein, je vais partager un peu les coulisses. Il y a des formats sur LinkedIn qui font beaucoup moins de vues que d'autres. Ok, Par exemple, le sondage. Tu fais un sondage. c'est vrai. Le sondage, alors c'est pas sur les vues, mais plutôt sur l'engagement. Le sondage. Mm. C'est-à-dire que les gens vont pas liker le sondage. Mais c'est tout à fait normal hein, que les gens ne likent pas le sondage parce que le sondage c'est anonyme. Les gens ils veulent plutôt voter et ils vont pas se manifester en commentaire ou dans les likes pour dire bah moi j'ai participé à ce sondage. Mais Non. Donc le sondage.
Mais le sondage, en fait, c'est un excellent outil de conversion. Ouais. Excellent. C'est peut-être un des meilleurs sur LinkedIn. Donc, moi, maintenant, je fais beaucoup de sondages. Donc ça éclate complètement ma note, parce que moi, je suis beaucoup la note, là, je vais pas faire semblant du coup, je suis beaucoup ma note sur Favicon. Donc, Ok. il y a une note, et on est classé en tant qu'influenceur. Donc, moi, je suis dans le top 200, le top 300 des influenceurs en France. Et en fait, quand je fais du sondage, ma note, elle tombe tout de Ok. suite. Parce que je fais pas beaucoup de likes, du coup. Ouais. Et donc, il y a un an, j'aurais pas voulu faire ça parce que me serais dit, non, mais j'ai pas envie de faire tomber ma note d'influence, là, donc je vais pas faire de sondage. Maintenant, je peux te les enchaîner toutes les semaines parce que mon T'as des objectif, leads. voilà, j'ai des leads, exactement. Parce que tu as Ça, parlé c'est après aux gens qui répondent au sondage, c'est ça? bien sûr, Ok. bien sûr. Il y a toute une Ouais. stratégie derrière avec les sondages. Mais le sondage, ça fait baisser mon influence sur LinkedIn. Mais je le fais quand même parce que ça me rapporte plein de leads par rapport à d'autres formats. Donc, c'est des petites actions comme ça qu'il faut mettre en Ouais, j'aime place bien. et qui vont nous faire réaliser que, bah, en fait, c'est pas très grave de pas faire la course au like et en fait, c'est même pas grave du tout, finalement. Ouais. Tu me donnes vraiment envie d'aller voir ta conférence sur les coulisses de LinkedIn. Je Ah ouais, pense non, que je mais rigolerais bien. je me serais vraiment, moi, je me suis vraiment éclaté à la faire cette Ouais. conférence, hein. Je pense que tu te ferais même toi-même, tu te ferais rire. Ah oui, bah, la première conférence, j'avais éclaté de rire au milieu parce Ah que ouais? quand j'ai raconté un truc, j'ai été mort de rire à moi-même parce que c'est trop drôle. Franchement. Ah, c'est vraiment sympa. Ouais, j'aime bien et je rajouterais, mais tu l'as dit en filigrane, le Mm. côté raccrochez-vous à l'intention de départ, pourquoi vous faites ça. Et si Ouais, c'est pour vendre, on fait pour vendre. Donc on fait des choses en vue de vendre et d'aller parler aux gens, etc. Ça m'amène à une autre question. Allez, j'en ai deux pour finir. vas-y. Je t'en pose. euh, Allez, je te pose celle-là. Euh, Je crois que j'ai vu que tu disais que, en gros, tu aidais les gens à aller sur LinkedIn sans prospecter. Le message n'est pas celui-là, mais je vais peut-être Mm. il y a un truc comme ça. Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui, dans tes accompagnements ou dans tes convictions, peu importe, tu as ouais, cette tendance ou cette conviction de dire que en créant du contenu, en ayant une stratégie, en ayant du branding, etc., on n'a pas besoin d'aller prospecter? Ou est-ce que ça veut dire que en faisant les choses correctement, c'est plus de la prospection, c'est j'entre en lien parce que j'apporte de la valeur, etc. Est-ce que tu peux préciser ça? C'est hyper important. Je te dis pourquoi. Parce que moi, dans mes accompagnements avec mes coachés, je leur dis, on va prospecter, les amis. On va rentrer en lien. Il y a des façons de faire, évidemment. C'est pas salut, je balance à 100 personnes. Voilà. Mais voilà. Juste, j'aimerais avoir ton avis parce que je trouve ça super intéressant. Ouais, bah justement, je vais déjà faire un point marketing là-dessus parce que moi, j'ai mis sans prospecter parce que je sais très bien que les gens ont l'image de la prospection un peu à froid, automatique, etc. Donc, bien sûr que moi, pour la plupart des gens, en fait, pour 99% des gens, le contenu en lui-même ne suffit pas. On a Merci, besoin, merci, ça fait du en bien. fait, d'aller au contact des gens. Super, super. Et en fait, moi, j'appelle plus ça de la prospection. C'est-à-dire que moi, du coup, moi, ce que j'apprends à mes clients, c'est de créer des contextes, des prétextes, en fait, pour amorcer la Très bien, conversation très bien. Faut avec faire ça. leurs clients à eux, avec leur cible. Et donc, moi, j'appelle plus ça la prospection, ou j'appelle la prospection, mais je sais très bien que c'est pas l'image qu'on a de la prospection. Donc, c'est pour ça que tu vois, en fait, dans mes bannières, etc., sans prospecter, parce que je veux pas, en fait, apprendre à prendre une liste de 2000 personnes à On est d'accord. froid et aller prospecter comme ça. Non, c'est pas ça. On va utiliser le contenu, tes lignes magnétiques, tout l'univers de LinkedIn comme un levier pour attirer ta cible. Donc, ta cible, par exemple, elle va liker un post, elle va commenter, elle va participer à un événement, elle va répondre à un sondage, elle va voir ton profil, peu importe. On a un élément, ce que j'appelle un marqueur d'intérêt, et c'est à partir de ce marqueur d'intérêt qu'on va la contacter, justement. Ok, ok. Et moi, ce que j'apprends. Très bien. Donc, bien sûr, on peut pas. En fait, il y a personne. Je pense que j'ai coaché personne qui faisait juste des posts LinkedIn et l'argent tombait magiquement. Non. Ouais, mais Euh, c'est chouette parce que je pense que comme il y a des belles réussites dont tu fais oui, partie sur LinkedIn, tout à fait. et c'est un peu encore une fois ce que je disais à Caroline, c'est qu'il y a des gens comme ça où en fait, moi je trouve que je suis admiratif de ce que vous faites, et pour certains ça peut donner l'impression de facilité. Et ben moi C'est aussi vrai. je peux y arriver, mais c'est important aussi de se dire non mais en fait on va parler aux gens, on va créer du lien, il y a des stratégies marketing, on passe, ça fait 3 ans que tu es dans le jeu, donc tu as amélioré les façons de faire, tu as appris, tu as expérimenté, tu as modélisé, tu as implémenté et aujourd'hui tu transmets. Et c'est ça qui est Tout à fait. intéressant et j'aime beaucoup l'approche que tu as. Dernière question, enfin après j'en ai deux, trois mais très très rapide. Mais dernière Mhm. question. Si tu devais nous dire très simplement et très rapidement, ça va être dur. Je te dis, salut Alexis, moi je suis un solopreneur, j'ai une offre, je suis une cible, tiens je suis un coach, parce que moi je suis coach en plus, Ouais. c'est toi que Un j'accompagne. coach. Je suis Voilà. coach, voilà, je commence, moi ma cible, peu importe, j'aide les femmes hypersensibles au travail à avoir une carrière ambitieuse et à s'autoriser à avoir des promotions, on s'en fout. Donc femme, cadre, voilà, c'est la cible.
Je veux aller sur LinkedIn pour enfin, avoir des clients et je me donne 3 mois. Ouais. Allez, je suis pressé. On est d'accord, je suis pressé, hein. Mhm. Allez, 6 mois, parce qu'on sait bien qu'en 3 mois, c'est voilà, 6 mois. C'est moi, ouais. En quelques conseils très simples, tu lui dirais quoi? C'est dur, hein. Bah, dans l'ordre. Dans l'ordre, je dirais déjà, ton objectif, c'est quoi? On va le rendre smart. Parce que, ok, j'arrive sur LinkedIn, mais ok, mais tu veux faire quoi sur LinkedIn? Tu veux toucher ces femmes-là, tu veux vendre quelque chose. Tiens, déjà, c'est Je quoi veux ton produit? vendre. Parce que tu Allez, veux vas-y, je veux vendre. vendre. Tu veux vendre. Ok, tu veux vendre quoi? À Formation, étiquette, accompagnement. accompagnement de 6 mois. Ok, super. Donc là, déjà, LinkedIn, je veux vendre un accompagnement à étiquette. Super. Donc, maintenant qu'on a ça, dans l'accompagnement, c'est quoi? On va clarifier le message et l'offre. Parce que je vais dire, non, on va pas commencer à créer du contenu. C'est quoi l'offre? C'est quoi ton message? Du coup, donc, on va le clarifier, on va optimiser le profil. Ok. Deuxième étape, c'est ton réseau. Ok, tu veux toucher les femmes hypersensibles, mais tu as qui dans ton réseau déjà de base sur LinkedIn? Est-ce que ton réseau est qualifié? Donc, deuxième étape pour moi, c'est la qualification du réseau, toujours. Hmm. Donc, on va aller chercher des femmes hypersensibles sans même, et je dis bien, sans même créer du contenu. Et ça, on peut Dans faire ça ton sur réseau, LinkedIn. c'est ça? Dans les gens qui sont déjà dans ton réseau sur LinkedIn. Alors, on va déjà aller chercher dans ceux qui sont dans le réseau, bien sûr. Ouais, Déjà, ok. si on les a. Mais on va chercher aussi à l'extérieur. On va Très mettre en bien. place, en fait, une petite routine où on va aller chercher petit à petit, comme ça, des femmes qui sont hypersensibles, commencer à échanger avec elles, hein, tranquillement, et les rajouter petit à petit dans le réseau. On va pas pouvoir nettoyer tout le réseau comme ça en un coup, mais on se crée cette routine-là pour commencer à qualifier les réseaux. C'est hyper Hmm. important parce que nos résultats sur LinkedIn, et ça, je vais le répéter plusieurs fois, nos résultats sur LinkedIn dépendent de la qualité de notre réseau. Parce que tout ce qu'on fait sur LinkedIn, les posts, les likes, les commentaires, les messages privés, tout tourne autour de nos relations de niveau 1. Vous pouvez aller sur LinkedIn, là, vous regardez, il y a toujours un petit numéro à côté de la personne, Ouais, d'une exact. personne que vous voyez. Un, 2, 3. Niveau 1, c'est qu'on est connecté ensemble. Donc, c'est le niveau 1 le plus important. Quand vous faites un post LinkedIn, il est montré à vos niveaux 1 en premier, avant tout le reste. Quand vous envoyez un message privé, vous pouvez que l'envoyer au niveau 1. Quand vous faites un commentaire, c'est montré à tout votre réseau de niveau 1. Donc, on qualifie les réseaux. Comme ça, on s'adresse aux bonnes personnes. Ça, c'est la deuxième étape. Juste, pardon, Ensuite, ça veut dire quoi qualifier qualifier le réseau, tu veux dire quoi? oui, qualifier les réseaux, c'est donc avoir un réseau LinkedIn qui soit constitué de notre cible Ok, d'accord. et de tout type de personnes qui peuvent nous aider à atteindre notre objectif. Donc, si c'est vendre, il n'y aura pas que la cible, il y aura aussi les pairs, certains concurrents, il y aura nos Hmm. ambassadeurs, il y aura tout un tas de personnes. Voilà. Ok, très Donc, chouette. ça, c'est la qualification du réseau. On fait en deux. Hmm. En trois, ça va donc être la stratégie. Stratégie de contenu. OK, maintenant que le message il est clair, que le profil il est optimisé, que le réseau il est qualifié, comment bah, je vais atteindre ces femmes-là et comment je vais les attirer grâce à mon contenu. Et là, on fait tout ce que j'ai dit avant. Donc, pilier de contenu, on va faire les similitudes, Hmm. etc. Donc, on a nos idées de contenu, on a nos sujets. On crée notre ligne éditoriale. Et après, dans la ligne éditoriale, hein, il y aura la fréquence de publication, le calendrier éditorial, etc. On va définir. Et ensuite, on commence par poster. On commence par poster parce que avec les premiers posts, on va faire autre chose dont j'ai pas beaucoup parlé. Ça va être le tunnel de vente. C'est-à-dire que, OK, maintenant on les a attirés. Hmm. On les attire sur notre profil et sur nos posts. OK, mais comment on fait pour les convertir? Et Hmm. quel chemin vont prendre mes cibles pour arriver jusqu'au rendez-vous? Ça, c'est pas simple. Et en fait, il y a plusieurs chemins pour le coup. Il y en a, effectivement, ils vont faire post, ils vont voir un lien sortant, ils vont cliquer, ça peut être un formulaire, peu importe. Et là, c'est presque direct. OK. Il y en a, ils vont d'abord aller sur le profil, ils vont scanner, ils vont repartir, voir un, deux, 10 posts. Ensuite, aller retourner sur le profil, chercher un lien. OK, il n'y en a pas déjà, ils partent. Ah bah Hmm. mince, il n'y avait pas de lien. Donc, on va mettre un lien sur le profil, on va mettre plusieurs. Ils vont cliquer dessus. Ensuite, ils vont aller vous contacter en message privé. Il y en a, ils vont lire un post, ils vont vous contacter en message privé sans même cliquer sur quelque chose d'autre. En fait, ils vont juste aller en message privé, tout simplement. Donc, en fait, on va étudier comme ça les différents chemins que prend votre cible et on va construire votre tunnel de conversion LinkedIn. Hmm. Donc ça, c'est en gros hein, l'étape un peu finale de l'accompagnement. C'est construire le tunnel, c'est le tester, l'A/B tester. Hein, il y a même du tunnel avec les sondages et tout. Hein, donc il y a plein de tunnels sur LinkedIn. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, bon, on déroule la stratégie. Hein. On a les posts, on a le tunnel, on met en place les messages de prospection parce que du coup, bah, c'est quoi les icebreakers quand quelqu'un like, quand quelqu'un commente, quand j'ai fait un lead magnet, quand quelqu'un a répondu au sondage, on met en place les messages. Hein. Ça, c'est un gros. En fait, je crois que c'est peut-être le plus gros frein que j'ai dans mes accompagnements, c'est que les gens ne savent pas comment amorcer une conversation sur LinkedIn. Oui, exact, c'est vrai. Ils savent pas. C'est À vrai. chaque fois, j'ai toujours la même question. Ouais, J'ai bah, dit ok. quoi? Ouais, quelqu'un a liké, mais je dis quoi? Bah. Merci. Attends, la personne, elle a commenté, elle a fait un commentaire, elle a liké, t'as son profil, t'as des posts.
tu peux trouver un angle quand même, tu vois. Et parfois, j'ai juste envie de dire ça, tu vois. Donc, mais non, on rationalise le truc, je leur apprends comment on fait. Et donc, une fois qu'on a fait ça, généralement, on a fait 80% du boulot. Et là, on déroule, hein, la stratégie. Donc, voilà ce que je dirais à quelqu'un. Ça Ouais. n'a pas été très court, mais voilà ce que je lui dirais. Non, mais c'est top. Merci. Franchement, écoute, merci pour ton expertise. Merci pour ta volonté de transmettre, de donner. Et effectivement, c'est ce que je vois quand je regarde ce que tu fais depuis qu'on m'a parlé de toi. Et c'est ce qu'on m'a dit de toi. Tu es dans la transmission, tu es dans la générosité. Et surtout, je trouve que tu es très affûté et dans l'expertise. Et pour le petit garçon timide que tu étais, qui j'imagine peut avoir du mal à enchaîner des mots, enfin voilà, comme tous les Ouais, garçons timides, et je fais partie, bah, je trouve qu'aujourd'hui, tu es vraiment hyper fluide, c'est hyper clair, tu es direct, tu vas à l'essentiel et ça fait du bien de t'écouter. Donc merci trop pour bien. cet échange, un Merci à grand toi. moment. Qu'est-ce que tu as envie de dire au petit garçon qui était timide? Bah, moi, j'ai envie de lui dire, c'est pas grave, il est timide. En fait, c'est même bien. Ça va te donner la motivation de changer les choses. Tu vas apprendre plein de choses sur le chemin, justement, pour ne plus être timide. Et ne change rien. C'est vrai que souvent, on va te dire, ouais, j'aurais bien voulu faire les choses différemment. En fait, non, change rien parce que c'est ce parcours-là qui va t'amener à la personne que tu vois en face de toi aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu penses que Luffy a envie de te dire? Je sais pas, Luffy, je crois que je suis pas encore arrivé tout à fait à Luffy, mais déjà, moi, je pense qu'il me dirait bien joué, Alexis. Maintenant, faut continuer parce que le chemin n'est pas terminé. Merci Alexis, le mot de la fin pour toi. Le mot de la fin, c'est allez-y. Vous êtes légitime pour aller sur LinkedIn. C'est normal d'avoir peur, hein. C'est normal de se comparer. C'est normal de faire des erreurs. C'est normal de faire la course au like aussi. Faut juste pas se fourvoyer. Faut pas se voiler la face. On est des êtres humains. Donc, allez-y. Faites ces erreurs-là. Apprenez. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Parfait, merci de normaliser le discours et de pousser les gens à passer à l'action. Ça me plaît beaucoup comme façon de faire. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur LinkedIn, j'imagine? Sur LinkedIn, Très bien. principalement. Bah, les amis, si vous avez envie d'aller propulser votre activité via LinkedIn, vous faites appel à Alexis. Je pense que là, vous avez bien compris le niveau d'expertise et le niveau de masterclass que vous aurez. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation et d'avoir fait cet échange avec beaucoup de légèreté. Et on sent que t'aimes rire et moi j'aime bien ça. Donc un jour, je viendrai à ta conférence, ça c'est certain. Je te souhaite Yes. une excellente fin de journée et à bientôt, Alexis. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi.